Un petit silence, s'il vous plaît. Alors, pour cette rentrée de la splash page, je voudrais faire l'appel. Alors, s'il te plaît, on se calme. Ah, il pleure. Alors, j'appelle Oh bébé. Carotte, Présent. Tot, présent, Chevonne Présent. et El Pouillou. Présent. Et une petite nouvelle qui nous a donné un coup de main là. Ah, tes parents, franchement, ils ont bien participé pour la coopérative. Evelyne, merci beaucoup. Evelyne. Présente. Bon, on va pouvoir commencer aux choses sérieuses. On lance la splash page. Plouf. La voix des bulles présente la splash page, la masturbation séquentielle de votre aire tegmentaire ventrale. Et oui, bonsoir à tous, on est de retour, le comeback du retour, la saison 2 de la splash page. Les voilà, les voilà. Waouh. Ok, années 80, quand tu le tiens. Alors ce soir, Étienne. nouvelle saison, donc on va dire on a les habitués. Les habitués, donc on a le docteur, Tizak. Bonsoir à toutes. Non, tous, j'en parle pas. Hein. Ok, le dictateur, bien sûr, qui est présent. Oui. Heil. On a un nouveau que vous avez déjà entendu l'an dernier, qui était donc notre archiviste, qui est présent avec nous, qui va venir maintenant de manière régulière dans la splash page. On sait à négocier tout ça, on en reparle. Ah mais on n'a pas fait le chèque encore, c'est pour ça. C'est ça. Faut voir avec le trésorier de l'assaut, on en reparle après. Et ce soir, nous avons donc deux invités. Nous avons donc le commis des comics Bonjour. et Cédric Parker. Bonjour. Voilà. Donc un petit peu, voilà, c'est la rentrée, émission un petit peu exceptionnelle. On s'est dit, voilà, on va vraiment. Ils ont un air de ressemblance, les deux, quand même, je trouve. Ah mais ils sont quand même assez proches, je crois. C'est la barbe qui fait ça. J'imagine, c'est Cédric Callas. Et enfin, Parker, c'est sur Facebook. Mais ouais, j'ai quelque chose me dit qu'on est pas loin. Quoi. Ouais, il y a des fils qui se touchent. Alors, pour commencer donc cette émission, on aura une petite chronique du dictateur, donc El Pierrick, qui va nous parler d'une French Comics avec un S ou pas de S alors Le comic et les comics. Ok. Donc il y en a plusieurs de comics. Coluche, C'est ça. Spider-Man. Ok. Ça n'a rien à voir. Une deuxième partie où Non, mais... Je le dis. Ça n'a rien à voir. Gueule pas dans le micro, toi. Céline Dion, rappelle-toi. On On s'éloigne du micro quand on veut dire La un truc. méthode Céline Dion. La méthode Céline Dion. L'effet Céline Dion. Exactement. La deuxième partie où je vous parlerai des émissions, on va dire, de bande dessinée sur YouTube et à la télévision. Une troisième partie qui sera donc la rubrique de l'archiviste, où il va nous parler des adaptations en bande dessinée. Oula, voilà, des grands yeux. Pas plus de 3-4 heures. Pas plus de 3/4. Ça va. Oui, ça va. J'ai été raisonnable pour la rentrée. Commence à mettre la cafetière en route. Hein. Et donc la dernière partie, donc, qui sera entièrement dédiée au docteur Tizak. D'abord, nous ferons sans doute un petit enterrement du courrier des lecteurs qui est mort. Oui, de définitivement. sa vilaine mort. Définitivement. Qui a été Ça, mort. c'est dommage ça. Il y avait enterré- un courrier des lecteurs et vous ne le faites plus. Ben non, le docteur a décidé que c'était une Faute de lecteur. Voilà. Ah. Ouais. Merde. Je sais plus quoi dire. Bon, désolé, continuez. Et donc du coup, comme le docteur ne lisait quasiment pas les commentaires et qu'il n'en parlait pas, on a dit, écoute, tu sais quoi, fais ta vie. Tu fais ce que tu veux. Ta rubrique, c'est le HS. Hors sujet, tu peux faire ce que tu veux. Et donc, On a peur. on a peur. Voilà. Ce soir, les tampons Vania. Alors là, oui, franchement, on a peur. Moi, j'aime beaucoup la cuisineur. Tout de suite, on va commencer avec le premier Oui, j'attaque. le premier sujet. Vas-y. Mania, c'est un film de Disney, c'est ça? Bon, c'est très difficile d'enchaîner après tout ça. Donc voilà. Moi, je me posais la question. On accueille aujourd'hui des spécialistes de la bande dessinée américaine, et je me posais la question de quelle est la nationalité d'une bande dessinée. Posé comme ça semble simple. Tu regardes où sont nés les auteurs et t'as ta réponse en théorie. Ça c'est clair. Donc il y a de la bande dessinée corse, de la bande dessinée basque. Tu vois, très régional quoi. Ça s'appelle une nationalité, ça? Pourtant, Une minorité. en France, on a une fâcheuse tendance à vouloir tout mettre dans des cases. Vous pouvez faire des faux rires si vous voulez derrière. Et on fait la différence entre trois gros genres. On a le franco-belge, même si les auteurs sont suisses. Ils sont pas tous gros. Hein. Le manga,
même si C'est un peu c'est bridé. américain. Hein, on a des mangas américains. Et le comics, comme on dit ici, même si le dessinateur est espagnol, ce qui arrive de plus en plus. On est d'accord que c'est très caricatural, mais ça facilite le dialogue. À ma connaissance, c'est un classement qui n'existe pas ailleurs qu'en Europe. Tout simplement parce que manga et comics, ça veut dire BD. Au Japon, Tintin, c'est un manga, et aux US, Spirou, c'est du comic. C'est des comics. Voilà. Ouais, d'ailleurs, le prochain Spirou sera très comique. Avec un tel classement, il n'a pas fallu longtemps pour que des fans, puis des éditeurs, veuillent produire des BD d'inspiration comics et manga. En théorie, je crois que j'ai mis assez d'emphase pour que vous entendiez les guillemets quand je disais comics et manga. On a donc vu apparaître des Manfra et des French Comics. C'est ces derniers sur lesquels je vais me concentrer aujourd'hui. Manfra, sérieusement Ouais. Manfra Manfra, ouais. D'accord. Les mangas français, c'est les Manfra. Man, c'est classe comme nom. Ouais. Alors que Fraga, c'était bien aussi. Fraga. Non, mais je sais, genre là, par contre, il m'apprend quelque chose. Et... Les Frangas. Ah, non, mais- Les French Comics, on en trouve un peu chez tous les éditeurs, que ce soit les gros, comme Delcourt, qui nous a sorti du Badass. Monsieur Delcourt Hein, n'est pas gros. Par exemple, ou Density, récemment. Ou les petits, comme La Talente, qui nous avait fait la Brigade Chimérique. Le plus flagrant, ça reste l'approche de Glénat Comics, qui a une collection dédiée aux French Comics, Flesh and Bones, où ils font que des bandes dessinées d'inspiration US par des auteurs européens, mais qui n'hésitent pas à intégrer des productions françaises, Croque-Mitaine, Sukeban Turbo, juste un peu de Sans, très récemment, qui a l'air très très bien, avec Aurélien Polis au dessin. Ça a l'air de déchirer. Et des bandes dessinées aussi italiennes. Je pense à Orphelin, Golem, dont on a déjà parlé dans le One A Club. Au milieu des titres qui sont issus de catalogue US. Et chez Glénat, pas comics, ils publient aussi des BD d'auteurs US. Genre Black Dog de Dave McKean, Le Haut Palais, dont on a parlé dans le dernier One A Club, enfin l'avant-dernier, et Viking récemment. Bref, c'est un peu le bordel, alors on va essayer d'éclaircir un peu tout ça. Oui, parce que là, c'est un peu le bordel. Voilà. Comme dirait l'autre, c'est touffu. Un French Comics, c'est un comics fait par des auteurs de BD franco-belges. On n'est pas très avancé par cette définition parce que ça répond pas à la vraie question. Qu'est-ce qu'un comics ? En gros, si on dit que c'est du French Comics, il faut qu'on sache à la base de quoi on parle. Pour moi, les différences principales, c'est un peu culturel, énormément commercial. C'est le mode de production qui détermine principalement les différences, autant en termes de dessin qu'en termes de narration. Déjà, on va régler un truc. C'est pas parce qu'il y a des super pouvoirs que c'est du comics. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de super pouvoirs que c'en est pas. Merci. Voilà. Les règles, en gros, on a le format. En gros, le format comics, on le connaît maintenant, c'est un format moyen, avec 3 bandes par planche, généralement, en termes de... qui vont impliquer une narration qui va être assez dynamique, avec un gaufrier assez explosé. On est assez rarement sur des cases très carrées et très posées. Et puis aussi des scénarios avec des chapitres courts, on est sur les 22 planches, de façon standard, des repères narratifs qui sont assez clairs. Le côté feuilletonnant est au cœur de la construction scénaristique dans le comics. Ensuite, on a le dessin, mais là, on s'en fout un peu parce que le style importe peu, en fin de compte. C'est vraiment la façon dont c'est produit qui va l'impliquer. Et puis la nationalité, et on s'en fout aussi, parce que ça fait des années que les éditeurs US vont faire la pêche aux auteurs dans le monde entier. On voit chez Marvel et DC, ils vont chercher des gars de partout. Et puis un autre point qui pour moi est assez important, c'est l'apparition régulière. Au pire, bimestrielle, même si il y a quelques auteurs qui peuvent avoir pas mal de retard. Mais c'est ça qui est important, c'est qu'on a quelque chose de régulier qui va favoriser le côté feuilletonnant. Alors, je dis pas que toutes les tentatives de French Comics sont des échecs, mais il y en a peu d'entre elles qui remplissent le cahier des charges que je viens de donner. Et selon moi, justifierait cette application de comics. Alors, parmi les plus réussis, il y en a assez peu qui sont sortis dans des collections comics d'ailleurs. J'ai quelques exemples en tête. Je pense à la Brigade Chimérique. La Brigade Chimérique, c'est une BD qui essaye d'expliquer ce qui est arrivé aux super-héros qui existaient en Europe avant la Seconde Guerre mondiale. En soi, c'est un point de vue super intéressant. Et ils se sont dit, les éditeurs, que le format à l'américaine était l'idéal. Bon. Ils ont préféré faire un format cartonné, ce qui est un peu dommage dans l'idée. Et la régularité qu'ils avaient annoncée, ils voulaient sortir un tome tous les 2 ou 3 mois, ils l'ont un peu foiré en cours de route. Parce que, on sait pas faire comme les Américains à ce niveau-là. Chez Ankama, eux, ils ont carrément tenté l'aventure kiosque avec Remington et Maskman. C'était des bandes dessinées qui exploitaient l'univers de chez Dofus, qui sont sortis en kiosque, en format vraiment fascicule, une vingtaine de planches, de la pub pour leurs autres publications derrière. Ça a duré 2 ans. Un rythme bimestriel. Donc vraiment, ils étaient bien dans le rendu. Par contre, ça n'a pas super bien marché parce que Maskman et Remington, en gros, doit y avoir les recueils. Il y en a 1 ou 2 qui sont sortis, mais c'est pas aller plus loin. On a aussi le projet Infinity 8, qu'ont lancé Trondheim et Vatine, qui est d'abord sorti en petit format, puis en recueil. Sauf qu'au bout de 2 recueils d'albums, les arcs suivants sont sortis directement en recueil, et il n'y a plus ce format comics, comme quoi ça n'avait pas dû super bien marcher.
Toujours chez Ankama, il y a eu récemment Puta Madre, le spin-off de Mutafukas, qui a eu droit à une sortie mensuelle sur 6 numéros. Et c'est quand même le mensuel sur 6 numéros en France, c'est quelque chose qui est très 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 rare. J'ai entendu une sorte de bruit bizarre. C'est ma chaise. Ah, d'accord. Malgré de nombreuses tentatives, on sent qu'on est encore vraiment aux expérimentations. Pourtant, ça fait des années qu'on essaie de faire du comics à la française et qu'on a du mal à avoir ce vrai format US en France. La tendance, c'est plutôt au gros recueil, au gros format en couverture rigide, même quand on va importer de la BD US. En dehors du Marvel et du DC qu'on trouve encore en kiosque, tous les autres éditeurs sont dans des recueils. Maintenant, la question, c'est est-ce que selon vous, ce French Comics, tel que je le décris, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il a une raison d'être? Ou est-ce qu'il faut aller le chercher ailleurs? Réponse en 2 secondes, oui ou non? 100 milliards d'immortels, tu le mets où? 100 milliards d'immortels, bah, c'est dommage, 100 milliards d'immortels, il a sorti format fascicule, mais t'as eu tes 2 fascicules en même temps. Et le Doggy Bags, tu le mets où? Doggy Bag, c'est dans du recueil. Ouais. C'est dans du recueil C'est un recueil, d'histoire c'est un recueil courte, de plusieurs histoires. de plusieurs histoires. C'est plus dans l'anthologie, ce qui existait déjà dans le format traditionnel à l'européenne, je dirais. Ouais, enfin, ça se rapprocherait aussi de ce que tu peux trouver sur du Batman, où tu as 4 histoires. T'as Batman, tu as. Pas en VO du coup. Enfin, ouais, remarque En en VF, VO. oui. Non, en VO, ils peuvent faire des petits encarts. Ouais, c'est possible. Non, mais après, c'est très compliqué cette histoire. Enfin, c'est des histoires qui sont majoritairement commerciales. Comme tu dis, il faut quand même. On ne pourra pas abandonner cette espèce de label franco-belge auquel on se raccroche éperdument. Alors que, comme tu dis, de partout ailleurs, on est comics, manga. Enfin. Donc c'est super compliqué. Moi, j'aurais pas de réponse à te donner sur le. Voilà, est-ce qu'il y a du French comics? Est-ce que les Français peuvent faire du bon comics? Oui, tu as parlé de Badass, et pour moi, c'est quelque chose de. C'est du bon comics. Après, est-ce que c'est produit dans les mêmes conditions qu'un comics mensuel? Non, clairement non, puisque Bruno Bessadi a mis une année à chaque fois à faire son Badass, et après, il y a eu des petites embrouilles. Ce qui est pas mal de planches déjà pour un auteur franco-belge sur une année. Ce qui est pas mal, ah oui, non, mais oui, après voilà, et puis surtout qu'en plus, il faisait pas que ça à côté, parce que pour le coup, les salaires comics et franco-belges sont pas les mêmes. Donc oui. il y avait des projets à côté. Bruno ne faisait pas que Badass pendant un an. Mais voilà, donc oui, je pense que celui-là a bien marché, puisque c'était la Comics Fabrique chez Delcourt, donc qui avait fait du comics français par les Français pour les Français. Enfin, ça fait un peu FN, là, tout ce que je suis en train de dire, mais pour le coup, c'est ce qui avait marché. Laurent Lefebvre avec Foxboy. Il me semble que ça s'appelle Foxboy. Ouais, Foxboy, c'est voilà. ça. Ouais. Bon, ça, j'ai entendu dire que c'était quand même. J'ai pas lu malheureusement encore, mais j'ai entendu dire que c'était plus un succès d'estime qu'un succès commercial. En revanche, Badass est un succès commercial. Et je dis pas ça parce que Bruno est un très bon pote, je vais le dire de suite, au moins ça évitera de se faire cracher dessus. Mais pour le coup, ils devaient en faire 2, ils en ont fait 3, puis 4, et puis il y a des spin-offs maintenant. Donc pour le coup, ça a très bien marché. Ouais, mais là, on est dans une question là-dessus. On le fait à la française, entre guillemets, parce qu'on a vraiment un rythme de parution qui est pas le même. Est-ce qu'on pourrait pas avoir vraiment une parution plus régulière? On parle beaucoup des problèmes qu'on a avec le franco-belge, du fait que attendre 1 an pour avoir tes 48 pages, c'est long, quoi. C'est pour ça que ça explique le succès des mangas, où t'attends 2 mois pour avoir ton pavé, quoi, de 240 pages. Des gros recueils. Ça va dire ça à Berserk, au mec qui fait Berserk. Ouais, mais il y en a, c'est. Comme ça marche, ils peuvent se permettre de traîner. J'imagine. Voilà. Puis tu prends des auteurs de comics, tu prends, comment il s'appelle? Celui qui devait reprendre Métabaron, là, que j'adore. J'ai plus son nom en tête. Ça te reviendra. Ouais. Qui avait fait des couvertures pour du Gen 13, des trucs comme ça, enfin qui était un tueur. Wildcat aussi. Campbell. Jim Lee, Non, bon, c'est pas grave. Bref, Michael Turner. ça reviendra un jour, un Canadien, je crois. Eric Canette. Céline Dion. Elle dessine. Je Putain, je demande. je crois qu'il Très avait sorti bien. sa biographie. C'est ce qu'ils n'ont pas sorti, c'est ça. Bon, après, on peut quand même se poser la question sur quel est l'intérêt de faire du comics à la française. Bah moi j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans de l'hommage j'ai adoré les comics et tu prends Foxboy ou Badass, C'est on ça. n'est pas dans l'idée je veux faire une histoire de super-héros parce que j'ai une bonne histoire de super-héros uniquement, il y a de ça aussi, mais c'est aussi j'ai adoré les super-héros, je veux leur faire un hommage et donc tu prends tout de suite du recul par rapport à ce genre entre guillemets. Et je trouve que ouais, il y a ce côté un peu t'as du recul par rapport au genre comics. Tu as mis quelques codes dessus, donc on va y aller sur tout ce qui est les super-héros principalement. Mais après t'as des choses un peu différentes. Je pense il y avait une BD que j'avais adorée, qui a eu qu'un tome malheureusement, qui s'appelait Silence, sorti chez Ankama par Ino, qui était génial. Il y a eu qu'un tome et je bise que ça n'a jamais fini. Et qui avait cette volonté de faire un format comics, quelque chose d'assez court, avec une volonté d'avoir
quelque chose de plus proche de Vertigo en fait dans l'idée que quelque chose de super-héros. Mais j'ai souvent l'impression que quand on veut faire du comics à la française, on va plus chercher dans l'hommage au genre super-héroïque que au rythme de publication qui va induire une façon de raconter une histoire. Oui, mais le rythme de publication, il est lié au dessinateur, essentiellement. Donc, quand tu prends le Décalogue en France, qui est sorti dans les années 90, les 12 tomes sont sortis sur une échelle de 2 ans, c'est très correct en termes de rythme de parution. Mais maintenant, ça se fait de plus en plus, et tu l'as beaucoup, pour autant, c'est pas du comics. Je veux dire, quel est l'intérêt de faire du comics à la française ? À part de l'hommage. Attention. Mais qu'est-ce que. En fait, moi, j'arrive plus à savoir ce que c'est le comics, en fait, parce que je pourrais trouver du Gabriel Ba et du Gabriel Moon ou Fabio Ba, je sais plus. Gabriel Ba, Fabio Moon. Gabriel Ba, Fabio Moon. C'est paru chez Vertigo, je crois, je suis pas sûr. Mais ils sont brésiliens, je crois. Ils sont brésiliens, pour le coup, c'est paru. Enfin, si on parle de super-héros, je pense que oui, les Américains le font bien. Enfin, c'est comme vous voulez, en fait, ça dépend de quel auteur. Mais après, j'arrive pas à différencier la BD et le comics en termes de voilà, j'arrive plus. Après, on pourrait prendre des œuvres qui font saigner du nez, genre Ronin de Frank Miller, qui a du manga, il y a du franco-belge, et il y a du comics. Donc, de toute façon, on a de plus en plus d'influences qui se mélangent. Mais là, c'est obligé. Oui. Mais c'est vrai que moi, je pense, je dirais pour un peu conclure sur mon raisonnement, qu'en fait, tant que les habitudes de consommation qu'on a en Europe, en France, qui sont d'attendre le bel album, le bel objet, bande dessinée aussi, n'auront pas changé. Si on veut vraiment lire du bon French Comics, faut lire les bandes dessinées faites par des auteurs français chez des éditeurs américains. On pense à Olivier Coipel, on pense à... Voilà. Oui, c'est exactement... Ouais, je voulais en venir là, d'ailleurs, aussi. Est-ce que tu comptes les créateurs français qui travaillent pour les États-Unis? Enfin, c'est super compliqué parce qu'au final, la mondialisation, la mondialisation t'a niqué ta chronique. C'est ça. Voilà. Exactement. Ça sera une belle conclusion. La mondialisation. Non, mais après, par contre, on fait rêver les Américains. C'est-à-dire que pour côtoyer certains auteurs, les mecs ils viennent dans des librairies et disent « Waouh, vous savez y faire. Vous savez y faire. » Alors, et nous, quand on va aux États-Unis, on se dit « Putain, ouais, mais alors des fois, le format est un peu... mais c'est plus populo. » Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut se payer à peu près tous des comics, alors que s'il fallait payer des belles éditions, enfin, s'il y avait Alan Moore, ils nous cracheraient tous dessus, là. Ils cracheraient sur la pile de BD que tu as prévue, enfin. Mais voilà, c'est comme ça. C'est des habitudes qui sont entretenues par les éditeurs. Tu veux dire Alan Moore, cet auteur qui dit que on sait plus faire de bande dessinée populaire, alors que lui, les derniers trucs qu'il a fait, faut avoir des références de malades pour les comprendre. On peut populaire, ça veut pas dire du Marvel. Ouais, voilà. Tu peux être populos et savoir réfléchir. Pour moi, la question, elle se pose en termes de lecteur. C'est-à-dire, est-ce que le lecteur a envie d'acheter de la BD qui, en termes de qualité de livre, est peut-être moins bonne, et être capable d'aller dans son kiosque récupérer, ou chez son libraire, récupérer son petit fascicule, quand c'est quelque chose qui n'est pas un grand nom, quand il n'y a pas quelqu'un qui va tirer ça derrière. C'est peut-être une culture qu'on n'a pas suffisamment en grand nombre en France pour aller dans la quantité, dans la diversité de parutions qu'il peut y avoir. En fait, je vais vous dire en vrai pourquoi est-ce que je voulais faire cette chronique. Parce que moi, je bisque quand je lis mes BD de pas avoir des pubs pour les derniers jeux PlayStation et des céréales. Et ça, franchement, ça me manque beaucoup. Alors qu'aux US, eux, ils savent faire ça, quoi, bordel. C'est sûr qu'ils ont 40 pages de comics et 20 pages de... Enfin, ils ont 40 pages en tout et 20 pages de comics, c'est vrai. Mais on fait rêver les États-Unis, encore une fois. Je me répète pas, je veux passer sur autre chose. Si Jim Lee a donné Batman à Marini, c'est parce qu'ils espèrent faire les chiffres de vente d'un Aigle de Rome sur le premier opus et le deuxième. C'est-à-dire que ça fait longtemps, que DC n'a pas vendu que personne n'a vendu un bouquin à plus de 100 000, quoi. 100 000 100 000. 100 000. Une bonne parution en France, c'est combien déjà? Je crois que Marini il sort... je connais pas bien les chiffres de vente de Marini, il est aux alentours de 150-200. Voilà. Mais déjà, t'es à 10 000 en France, t'es content, donc... Mais bon, après, les auteurs US, on les fait rêver, mais c'est vrai que tu pars des exemples qui sont exceptionnels. Globalement, les auteurs de BD... on vit pas super, quoi. Alors là, je suis pas là pour te dire que le monde de la BD se porte bien, mais pas les auteurs, ça c'est sûr et certain. Par contre, monsieur Glénat, monsieur Delcourt, je suis certain que leur Ferrari marche très bien. Et même si c'est un peu cliché ce que je suis en train de dire, je l'assume totalement. Donc je suis bien d'accord avec toi. Mais il y en a qui ont des initiatives intéressantes. Et Glénat, pour le coup, c'est les plus intéressants en termes d'internationalité.
puisque leurs comics, ils ont fait un partenariat avec IDW, et leurs comics paraissent instantanément. Alors, je suis pas sûr que ça. Enfin, moi, pour le peu que j'ai lu, pour l'instant, ça m'a pas attiré. Low Lives de Bush. Je me rappelle plus du nom des deux auteurs, mais j'ai pas trouvé ça top. Mais en revanche, j'aime bien ce principe de dire c'est nous, c'est nous. C'est pas du chauvinisme ce que je suis en train de dire, mais en fait, on fait des comics en France et qui sont instantanément publiés aux États-Unis. Il y a une sortie simultanée. Donc c'est très intéressant que les deux, ce soit Glénat, c'est le 3e français, il s'est dit avec W qui est le 4e américain. Donc il y a une vraie force de coopération. C'est pas simplement du bon, on regarde après. Non, là on produit ensemble pratiquement et on fait collaborer des auteurs qui sont franco-américains. Enfin, c'est assez intéressant. On va peut-être avoir un mode de diffusion comme au cinéma, les films qui sortent en même temps dans tous les pays. Exactement. Et les comics dont tu as parlé tout à l'heure, ils en font partie. Donc je sais plus lesquels tu as cités. Bon, après pour l'instant il y en a aucun qui m'a vraiment fait me dire waouh. Mais peut-être un jour viendra et j'espère bien parce que bon, Glénat ils ont un bon catalogue quand même. Oui. On parle du dernier comics français qui est sorti, Astérix, c'est ça 5 millions d'exemplaires, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. La Transitalique, 5 millions déjà? Non, je crois qu'ils l'ont édité à 5 millions. Le tirage à 5 millions. Oui, mais là, on va pas en parler, tout le monde le fait. Nous, on est des rebelles. Ah, ok. Bon, on va passer à la suite alors. Et donc, eh bien, et oui, avec un invité de classe internationale comme le Comédie Comics, j'étais. Yeah, motherfucker, bitch! J'étais obligé. Je vois du rouge sur l'écran de Pierrick, ça veut dire que j'ai saturé. Oups, c'est le sang qui sort de ses yeux, là, Ah, avec ses oreilles. Ses oreilles, je crois, surtout. Et donc, du coup, j'allais être obligé forcément de parler de ces formidables chaînes YouTube qui parlent de bande dessinée et de comics. Ça fait du bien de se faire pépon, putain. Merci pour le bruitage, Titac. Tu fais ça divinement bien, quand même. Sans l'expérience. C'est pas un Des bruitage. Des années d'expérience, ouais. Alors donc, je vous parlais un Tu petit peux peu... me remettre la mâchoire en place, s'il te plaît? C'était le docteur qui est à l'étage, rappelle-toi. Je vais vous parler donc un petit peu de ce qui se fait sur YouTube, on va dire, qui n'est pas aussi bien que le Comédie Comics. Donc, on va... Débranche-le, fais un truc, quoi. C'est dur une émission à autant, hein. On n'a pas l'habitude. Donc on va commencer par Kaboom. Alors Kaboom est une émission professionnelle qui fait... Il jette des dés? Ça, c'est une private joke. Privé de joke sur le jeu de rôle, ouais. Ouais, mais c'est pour nous. Donc là, on va avoir des interviews d'auteurs, un format qui est assez long, environ 20 minutes. Visuellement, c'est vraiment splendide. C'est du super taf, hein, Kaboom. Ouais, franchement, là, j'ai regardé l'épisode sur Gung-Ho, où ils ont une interview de Von Kettersberg et Van Comment. Von Comment. Oh, ça y est, tu Nous vois. aussi, on en a une, on l'a jamais publié. Et voilà, visuellement, c'est vraiment magnifique. Et en plus, dans le contenu, c'est vraiment très, très intéressant. Et un format de 20 minutes, c'est assez sympa à noter. Ouais, on est vraiment dans quelque chose de très, très pro. Après, pour rester dans le pro, on a donc Watch TV avec l'entrecase. Alors là, on est donc sur un format qui est un peu plus court, une émission assez classique, des chroniqueurs autour d'une table qui parlent de bande dessinée. Ah ben en fait, c'est nous, Mais avec une caméra. mais avec une caméra. Voilà. En fait, ils font pareil que nous, mais avec une caméra. Quand Et en est-ce que termes vous d'auditeurs, il y a pareil? Et quand est-ce que vous investissez dans la caméra? Non, parce Elle est que dans la chambre à l'étage. 50 nuances de gris, motherfucker. Les caméras, il faudrait que. Mais j'ai un projet un jour de pouvoir relancer avec des caméras et du live. On l'avait fait pour un superbe podcast qui s'appelait Antipop. on l'avait fait pour une émission aussi, la 69. Ouais. Mais il faudrait qu'on remette un peu du live et de la vidéo à l'occasion. Mais c'est du taf. On peut continuer ou Ouais, vas-y, je tu t'en veux nous prie. parler aussi de ton débit d'internet ou ça ira? Et ça joue aussi, ça joue. Non, c'est bon, comme ça on aura placé tous les petits soucis. Envoyez-nous de la thune, comme ça on fait tirer la fibre directement dans nos studios. Orange n'a pas prévu pour l'instant, je crois. On a un Tipeee, on vous le rappelle. Vas-y. Ensuite, je peux vous parler donc de Pif Paf Poum. Une émission, ouais, alors je veux dire, le nom te fait sourire, mais l'émission est quand même assez délirante. J'ai trouvé qu'il y a quand même des passages qui sont assez perchés, quoi. Je veux dire, les mecs, Les mecs qui se déguisent pas mal. c'est ça, ils se ouais, déguisent, c'est très barré, mais très intéressant. Ils ont reçu Loisel. Je n'ai plus en tête là. Enfin, ils ont reçu plein de monde, mais ils se prennent pas au sérieux dans la présentation. Ils jouent beaucoup sur des gags un peu potaches, hein, sur du déguisement, de la vanne un peu pas très légère, hein, mais ça habille un fond qui, je trouve, est plutôt bien foutu et où ils connaissent bien Parlant leur d'habiller sujet. le fond, justement.
Ah non, si tu veux de la vanne pas Arrêtez déjà. Arrêtez de vous piquer les C'est le club Dorothée en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça a bercé notre enfance. C'est Alors, près du mur d'ailleurs. après, on va arriver un petit peu sur ce qu'on a appelé avec le détecteur sur les historiques. Pour les Corses, c'est important les historiques. Donc, du coup, Ces émissions qui sont plus vraiment, qui n'existent plus, qui n'existent plus. mais qu'on peut retrouver sur Internet. Ah, donc vous avez 5 colonnes à la une. Road Trip de David Mourier, donc qui était une émission donc sur la bande dessinée où il nous faisait découvrir Angoulême ou comment est-ce qu'il lui créait donc ses bandes dessinées. Donc d'une part c'est intéressant parce que c'est David Mourier, si vous l'aimez, c'est super cool. Et puis il est pas vous dans son découvrirez délire, que David Mourier avait des cheveux aussi à une époque, ouais. à l'époque. Eh oui. Et il y a vraiment des trucs très intéressants sur la construction de la bande dessinée. Parce que du coup il parle vraiment de son travail et voilà. Mais c'est intéressant en plus parce que il est dans une optique pas comme ces trucs qu'il fait sur sa chaîne YouTube à lui où il fait des conneries, les délires scato et des blagues un peu vraiment lourdes. Là, il est vraiment dans le côté je suis un présentateur, je mets la BD en valeur. Et c'était passé en plus, pour le coup, à la télé. Donc c'était passé sur une chaîne dont j'ai oublié le nom. Ouais, il y a eu No Life, mais une autre chaîne avant dont j'ai oublié le nom. Et c'était une émission de bande dessinée à la télé. Et Chapeau. Il n'y en a pas eu des tonnes, mais dans les historiques, les autres... Les autres, on a donc le tac au tac que vous pouvez retrouver sur le site de l'INA. Ouais. Donc le tac au tac, c'est vraiment la très ancienne émission de bande dessinée à la télé qui sent la clope et où ils boivent pas que de l'eau a priori. Vraiment à l'ancienne, quoi. Comme nous, quoi. C'est ça. Je vais dire. Ouais, mais sauf que nous, maintenant, c'est interdit de le faire à l'écran. Tu vois. Eux, ils le faisaient Nous, tranquille. on fait du podcast, on fait ce qu'on veut. D'où l'explication de on n'a pas de caméra. Mais du coup, ça vous permet ça peut te permettre C'est de QFD. mettre un visage sur Claire Bretéché, sur Drouillet. Et là, tu fais Jeune, Oui. c'est ça? jeune, oui. Ou Hugo Pratt, ou même des Américains. Ils ont reçu des mecs, je crois qu'il y a eu Roger Pérez qui était passé, enfin des trucs de malades. Si t'as même toi qui aime le comics, tu regardes ça, tu vois des mélanges d'auteurs de toutes nationalités qui sont là, et qui font des concours de dessin en gros. Et qui fument tous. Ouais. Alors après, une émission un peu plus récente, c'était Un monde de bulles. Sur Public Sénat, c'était présenté par Lefebvre, Une tête de Jean. con. Je tairai ton commentaire. Pardon, ça m'a échappé. On était sur Public, c'est là. À un moment donné, il faut avoir le physique de l'emploi, merde. Donc, sur Public Sénat, je crois que c'est la seule fois où j'ai regardé Public Sénat plus de 2 secondes en zappant. Mais c'était quand même une émission qui était super sympa. Ouais. Parce que voilà, on avait des interviews d'auteurs, il allait rencontrer chez eux dans leurs ateliers. On avait vraiment des trucs qui étaient, moi je trouve, que j'avais encore jamais vu à la télévision sur la bande dessinée. Alors après, on va rentrer vraiment dans les youtubeurs, le truc en place, quoi. Là, on n'est que sur YouTube. Ah non, pardon. T'es sûr qu'il y avait juste du coca dans ton verre ou... C'est du rouge. Ouais. Ah, ouais. Alors donc, on va commencer par Baudin et Bois 2. Bois et Bois 2. Alors Baudin et Bois 2, bon déjà honnêtement, c'est un peu le mec que je déteste. Voilà, Ouais, clairement. Parce que je trouve qu'il nous a quasiment pompé toute l'idée de DBD et des glaçons, c'est-à-dire qu'il fait l'émission qu'on rêverait de faire nous, Mais Ouais. sans alcool. mais sans alcool. C'est peut-être pour ça qu'il y arrive. Ah merde. C'est notre concept Il y a une qu'il question faut de arrêter. matière technique, C'est notre- non, une mais- question de temps, de moyens, de talent peut-être aussi. C'est notre concept Peut-être qu'il de faut talent, arrêter. non, mais en fait voilà, il fait Je suis quasiment sûr que les finances de Jack Daniels se portent mieux que celles d'Evian, donc faut peut-être réfléchir à quelque chose, les gars. Hein, je veux dire, Ouais, mais ça c'est la fiscalité américaine Ouais, par rapport à la j'imagine. fiscalité française. Hein. je vais laisser les volcans. Voilà, donc ouais, graphique. Donc il va vous faire donc des petites émissions donc sur des critiques de bande dessinée où on va voir graphiquement quelque chose quand même qui est très 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 Ouais, très il y a pas joli. mal de post-prod, ils font quelque chose, Avec, des effets voilà. spéciaux, ils se font plaisir. Et Ah, c'est ils ont fait, un vrai dictateur qui sert à quelque chose. et quoi. c'est fait avec les moyens du bord, quoi. Et donc voilà, ils sont à peine au-dessus de nous quoi, de quelques 30 ou 40 étages. Voilà. Après donc sur YouTube, vous pouvez aussi trouver donc tout ce qui est BDNet TV. Alors BDNet TV, là vous allez avoir ça y est, je crois que ça commence à partir. Ça voit. Vous allez avoir donc plusieurs émissions. Baisse tes épaules et libère ta Mon larynx. Libère ta colonne d'air. Donc vous avez Pense à Céline Dion. ah pardon. Donc vous avez en Tu as premier. eu une érection? Non, je suis pas. Arrête de l'interrompre, Je laisse-le parler. suis pas René. La vanne qui coupe de temps en temps, c'est bien, mais Non, laisse-le. mais non, René est mort. On peut pas parler des morts, s'il te plaît. Ok. Donc tout d'abord, on a donc les Flash BDNet. Donc les Flash BDNet, c'est un libraire qui est interviewé, qui parle d'une bande dessinée en 3 minutes.
Ça, c'est un temps record. Ça, je pense que le dictateur, là, il a une érection. Tu vois, il se dit, putain, en 3 minutes, le mec, il fait une chronique de BD. Truc de ouf. Après, vous avez donc une autre émission qui est... Ah, pardon, je me suis trompé. Les Flash BDnet, c'était toutes les sorties du mois. On parle juste des sorties du mois. T'es planté de ligne en fait. Je suis planté de ligne, Ah exactement. oui, C'est ça. planter de ligne, Kate Moss le fait aussi. Non, mais ça arrive. Ça arrive. Donc ensuite, vous avez donc les libraires qui vous présentent une bande dessinée. Ouais, c'est un mix entre Jean-Claude Duss et Kate Moss. Le planté de ligne. Et ensuite, vous avez une autre émission qui là est un peu plus longue qui s'appelle la Matinale Pro sur BDnet. La Matinale Pro, donc en fait, ils vont recevoir un invité qui va être un professionnel de la bande dessinée, souvent un éditeur ou un directeur de collection. Et alors là, c'est un format un peu plus long qui dure une bonne grosse demi-heure, voire 1 heure pour certains. Et là, voilà, par contre, là, il faut prendre le temps de l'écouter en entier. Et du coup, il vous parle un petit peu de son travail, de comment est-ce qu'il le gère, des auteurs qu'il a rencontrés. C'est vraiment un vrai échange avec un directeur de prod ou avec un éditeur. C'est super intéressant. Mais bon, faut un peu du temps. D'ailleurs, je remercie totalement Pierrick parce que déjà il m'avait à peu près flingué ma vie avec les crowdfunding. Maintenant que j'ai plein d'émissions YouTube à regarder, j'ai encore plus de temps pour moi, quoi. C'est trop bon. Merci. Ce qui est top, c'est que t'as repris le boulot en fait. Ouais, c'est Du ça. coup, tu peux regarder ça pendant que les élèves bossent. Il vient de Alors, réfléchir à cette technique. Alors juste C'est comme- con, les Google Glass, elles sont plus disponibles. Sinon, ça aurait été un Alors- bon plan. Alors juste pour resituer, rappelle-toi, moi j'ai des maternelles, tu vois. Moi ils savent pas lire, donc tu peux pas faire comme toi tu fais, de leur filer une feuille d'exercice et vous faites ça jusqu'à ce soir. C'est juste qu'ils vont mettre plus de temps à lire la consigne, c'est tout. Alors il n'en reste plus que 2 et une aparté que je vais citer, enfin 3 émissions YouTube. Donc vous avez encore Too Many Vidéos, c'est un gars, une fille qui nous raconte des Too bandes Many dessinées. Too Many Books, oui. Too Many Books, pardon. Timo et Audrey. Oui, Oui, c'est ça. c'est ça. Too Many Super, Books. j'aime beaucoup. Pourquoi j'ai mis vidéo, je sais pas. Philippe de Too Many Geeking. Books. Geeking, ouais. Alors du coup, ce qui est super intéressant, je trouvais avec eux, c'est qu'ils vont vous parler de bande dessinée, mais une fois de bande dessinée au sens large. On va avoir du manga, du comics, de la franco-belge, et même on va aussi parler de romans, de biographie. Vraiment, c'est tout ce qui est de littérature. C'est elle qui sait lire surtout. Timon, Oui. C'est- Timon a du mal sans les images. C'est... Toi, tu les as rencontrés. Non, mais j'aimerais beaucoup par contre. J'aimerais beaucoup. Et voilà, c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé leur truc. Et il dessine aussi, Timon. Il fait un Inktober de ouf. Là, il fait des cartes de tarot. Vraiment, je vous recommande son Instagram. C'est merde, je m'en rappelle plus le nom, mais on va le trouver avant la fin de la chronique, promis. Ok. Émission suivante, ce sera Funambule. Donc là, c'est un gars, j'ai pas trouvé son nom, qui fait donc deux types d'émissions. La critique d'une bande dessinée, là aussi environ 5 minutes. Chrono, quoi. Le mec, au taquet, il lâche rien. Et ensuite, on a une émission un peu plus longue où il fait il fait 4 BD qui sont sortis dans le mois et qu'il va présenter. Voilà. Là aussi, c'est assez sympa et ça vous permet aussi d'avoir de l'actualité, ce que nous, on ne fait pas. Oui, parce que on fait trop longtemps à lire les bouquins. Vas-y, l'Instagram de Timon. C'est Timo tiré du 9 _ bitch Graveline. Comme Graveline, si jamais vous le prononcez à l'anglaise. Et là, Voilà. vous avez quelques. Alors, je suis pas sûr. Ouais, Alors, ouais, c'est ouais, le tiré du 8, pas du 9. C'est le tiré. Ah, j'ai dit 9 Ouais. Excusez-moi, c'est le 20. Ok. Alors, une aparté que je placerai, c'est le papier-crayon de chez Combini, où en fait on a un auteur en 5-10 minutes où on lui pose des questions et il dessine en même temps qu'il commente les réponses qu'il est en train de faire sur le papier. C'est assez intéressant parce que vous avez des auteurs, ça va de Pénélope Bagieux à Bastien Vives à celui qui dessinait Maestro, je n'ai plus le nom. Voilà, il était une fois la vie, voilà. Il était aussi, donc c'est assez intéressant parce que tu as des auteurs qui sont un petit peu de toutes les générations et de tous les pays. Parce que mon Pénélope Bagieux maintenant est plus aux États-Unis que chez nous. Et voilà. Bon, bien évidemment, je ne pouvais pas parler des émissions YouTube sur la bande dessinée sans parler de l'émission. La meilleure. La meilleure, le best of the best. Voilà, le commis des comics. Ah, j'allais dire des BD et des glaçons, moi, mais bon. Emmanuel Poiret. Moi aussi, je pensais qu'il allait dire ça. Ouais. Non, bah, je suis obligé de parler du commis des comics. Je veux dire, en plus, on le reçoit ce soir, donc bon, on est quand même obligé de dire que c'est une émission de qualité qui Bah, c'est a surtout une émission dépassé les 1000 vues, je crois. Alors, Ça, c'était. J'ai fait des trucs de fou, mais c'est surtout une question de régularité. C'est-à-dire Oui, que de ça, sortir ça, c'est un truc de fou. une émission hebdomadaire et d'y tenir. Voilà, en ayant une vie à côté. T'as une vie à côté J'ai une vie à côté, hein, Ouais. je me branle. Hein.
C'est-à-dire qu'en gros, je sais pas, même quand tu pars en vacances, que soit tu t'arranges pour faire tes vidéos. Ouais. Je crois que t'en as fait combien de semaines d'affilée non-stop là? T'en as combien? Mercredi, c'était la 111e. 100. Donc, Oui, tout à fait. ouais. Donc 100 émissions hebdomadaires qui durent une dizaine de minutes Non, et qui font l'actu du comics. Alors ça dépend, des fois ça dure moins, des fois ça dure plus, mais c'est vrai, après c'est vrai que ça maintenant c'est devenu une espèce d'engrenage comme ça, mais avant je me posais pas vraiment la question et c'était pas mon format principal, c'était un format où je m'amusais, je m'amuse beaucoup avec le JT. Mon format, si j'étais très malin, je ferais que des vous souvenez-vous, puisqu'il suffit que je parle de l'anus du Joker pour quasiment dépasser les 200 000 vues, alors que mes JT en sont très loin. Oui. Mais je me régale avec et je l'enlèverai pour rien au monde. Et c'est vrai que je m'arrange, voilà. Mais bon, moi ça me plaît. Mais après, bon, il y en a qui ont essayé, c'est vrai. Puis bon, mais finalement, ils ont plié boutique rapidement. Mais c'est ma petite fierté, mais c'est pas. Enfin, je sais pas. Un jour ça s'arrêtera forcément, mais quand, je sais pas. Et alors, t'as combien de youtubeurs qui te suivent? De youtubeurs ou de personnes? Personne. De personnes. De personnes, on est dans les 24 000 et quelques. Mais après, je sais pas, elles sont pas toutes actives parce que tu vois, j'ai que sur mes JT, j'ai entre 5 et 10 000 vues, bon, ce qui me convient très bien. Hein. Et sur d'autres vidéos, j'en ai 190 000, donc pas tout le monde s'abonne. Enfin, c'est très artificiel tout ça, les chiffres. Nous, on vient de passer le 100e. Hein. Oui, mais tu crois que ça commence comment? Moi, je me suis jamais moqué des petits. Que quand tu m'as invité à le faire en venant vous tirer dessus. Mais jamais, faut pas se moquer, quoi. Je veux dire, mais voilà. Mais il y a plein d'autres formes. Moi, j'aime beaucoup. Tu as oublié de mentionner la chaîne, le blog 9e art. Ils ont lancé une chaîne YouTube. Ouais, ils ont lancé une chaîne YouTube, avec des libraires. Oui, avec la nouvelle rédac chef qui a pas mal lancé sur le format vidéo parce qu'elle en venait en fait du format vidéo. Voilà. C'était venu comment de te dire tiens je vais me lancer sur YouTube? Est-ce que tu t'es dit j'ai des trucs intéressants à dire? Est-ce que j'ai un format original? J'avais surtout, j'écrivais sur des blogs. J'avais surtout envie ça me manquait la mise en scène, le fait sur les blogs c'est trop sérieux. Donc ce que je voulais c'était surtout me mettre en scène et délirer, créer un personnage. Et c'est pour ça que j'ai créé le commis qui est pas très loin de moi, mais qui quand même n'est pas moi, et c'est assez, ça m'a plu de faire ça, quoi. Oui, surtout tu t'es créé ton personnage, le barbu, etc. D'ailleurs, quand est-ce que l'image de la chaîne changera? Parce que tu n'as pas de barbe sur cette image, on te reconnaît pas. Le gros problème, c'est que la barbe, ça c'est pareil, c'est une espèce d'allumette, c'est pas moi qui l'ai frotté. Je n'ai pas frotté cette allumette, et le problème, c'est que c'est venu comme ça, donc maintenant je la garde, ça m'a toujours plu, mais à la base, c'était juste que j'avais envie d'avoir une barbe, et les gens me parlaient que de ça. Donc, ouais, j'écoute ton émission, mais bien la barbe. Ouais, mais est-ce que ce que je dis. Le contenu, ça veut quoi? Donc, bon, voilà, c'est devenu. Ouais, il faudrait que je la change. Et je me suis toujours dit. J'ai un collègue qui est photographe. J'ai une idée en tête pour la prochaine image, mais il faut que bientôt. Et arrête, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et sinon, tu peux pas faire une petite rubrique entretien de sa barbe, tout ça? Ouais, du YouTube beauté, pourquoi pas? Du YouTube beauté, pense aux femmes, quoi. Pourquoi pas, oui, ou à toi, parce que je la sens d'ici, moi. La barbe. La barbe, oui, la barbe. Et en gros, donc tu dis que c'est pas ton format principal, donc ton ça l'est devenu, ça l'est devenu. Mais à la base, tes vraies idées, c'était de faire vraiment des trucs. À la base, c'était le vous souvenez-vous, où, on est dans le fond et je joue sur la forme. Mais après le JT, ça reste quand même du fond, même si c'est vrai que c'est la superficie de l'actualité. J'ai pas le temps de faire comme des dossiers, comme des reculs. J'ai des dossiers comics aussi, mais là j'ai plus le temps de tout faire, clairement. Et non, moi à la base j'ai fait ça. Enfin maintenant ce qui est rigolo c'est que je me mets à annoncer des scoops. Alors à mon échelle c'est petit, mais je veux dire quand j'annonce qu'il y a une série transmétropolitaine qui va sortir et que je vois qu'il y a que moi qui le dis et personne ne le reprend derrière, je me dis putain ça va être rigolo parce que le jour où ça va être un organe de presse qui l'annonce, je vais voir toutes les news popper et je pourrais dire putain je l'ai dit en premier quoi. Je suis content. Et là en plus en fréquentant des auteurs et tout j'en ai plein des scoops, mais je peux pas le dire, je passerai pour la petite pute du YouTube game et j'ai pas envie. Et en plus, tu vois, regarde, 100 000 vues et quand même être humble comme ça. Ouais. C'est quand même quelqu'un de grand, quoi. 1 million, connard. C'est beaucoup de présentation, c'est beaucoup de préparation à tes JT? C'est de la préparation, oui. Déjà, il y a une espèce de veille permanente qui sur les news, sur plein de petits sites, les réseaux sociaux et compagnie. Et puis le tournage, le montage, le petit bandeau que j'enlèverai jamais, mais ça prend beaucoup de temps. Hein, parce que moi, j'aime bien quand les gens participent et ce bandeau,
Je l'aime beaucoup. Ah, pour ceux qui connaissent pas, hein, donc dans le JT, il y a un bandeau où en gros tous les gens peuvent envoyer des petits messages au commis qui vont être affichés pendant l'émission au milieu et qui en fait, au bout d'un moment, tu lis le bandeau et tu n'écoutes plus ce qu'il raconte. Ça m'est arrivé plusieurs reprises. Je dis tiens, c'est quoi cette connerie? Et puis j'écoutais plus ce que tu disais. Tu vois. C'est ce qui s'appelle travailler le fond du sujet. Voilà, c'est ça. Ouais, donc beaucoup de veille. Et justement, en termes de vidéo, t'avais d'expérience ou tu t'es lancé à l'arrache? Je pense que ça se voit que j'ai très peu d'expérience. Je me suis lancé à l'arrache, mais bon, après tout, voilà, bon, ben, avec un petit, on m'avait offert c'est un réflexe, un EOS. EOS, je sais plus, 700D, je crois, et donc ça, j'enregistre avec ça, voilà, donc c'est plutôt cool. Après, bon, j'ai essayé d'upgrader un petit peu les moyens, mais après, c'est vrai que je suis pas du tout, non, j'ai aucune expérience en vidéo, très clairement. Ouais, donc en gros, on peut faire 1 million de vues en n'ayant aucune expérience en vidéo. Oui, parce c'est qu'il a- possible. parce Après, on qu'il a peut du même fond. faire 10 millions de vues en n'ayant aucune expérience en vidéo et en filmant un chat ou des seins. Enfin, c'est très facile, mais oui, c'est faisable. Mais après, j'en vois qui travaillent beaucoup plus sur leurs vidéos, qui ont moins de succès. Donc après, je pense que la vie est un peu injuste. T'as eu c'est arrivé d'un coup le succès ou il y a eu Non, une sorte de phase de Non, combat, il y a eu le Joker, le coup du Joker, ça a vraiment, quand j'ai sorti la vidéo, donc, mais vous souvenez-vous, ça raconte, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les histoires les plus loufoques, les scénarios les plus loufoques qu'on peut trouver dans les comics. Et alors maintenant, je m'en sers un petit peu. Alors au début, c'était vraiment pour délirer. Maintenant, j'essaye de m'en servir pour faire un petit tour d'horizon du personnage. Je crois, quand j'ai fait les partous du Doctor Strange, je me suis servi de la partouze pour attirer du monde, parce que forcément, quand je dis partouze, j'ai des yeux qui s'éclairent, n'est-ce pas? Oui. Et je m'en suis vraiment servi pour faire un espèce d'historique des conquêtes de Doctor Strange et comment est-ce qu'il est passé de cette espèce de un mec assez respectable à un mec qui est devenu un gros queutard qui t'a s'envoyé de l'étudiante, quoi. Donc ça, c'est Il a fait médecine. c'est ça, ouais, il est pas docteur pour rien, quoi. Il prend ta carte vitale et ta meuf, quoi. C'est comme ça, quoi. Je me rappelle plus de la question, excuse-moi. C'était oui, ben voilà. Donc avec le Joker, donc quand j'ai fait, oui, quand est-ce que le succès entre guillemets est venu? Ouais, le succès, donc la forte progression d'abonnés, c'est venu quand j'ai sorti au moment de Suicide Squad le Joker qui a donné son cul. Donc je dois tout mon succès à Kevin Smith, merci. Et Kevin Smith, donc, qui a fait une histoire dans laquelle le Joker, pour une mallette d'argent, méprend le message du vilain qui ne peut pas parler, qui parle qu'en onomatopée, et va lui tendre son cul en lui disant bon, bah, écoute, tu m'as fait une petite mallette d'argent. Ne le dis pas juste à mon ancien code nu parce que j'ai jamais voulu faire ça avec lui, mais en gros, fais-toi plaisir, quoi. L'autre, il s'en va. Donc ça, c'est Kevin Smith, je le remercie. Je l'avais déjà remercié quand il avait fait Batman qui se pisse dessus pendant la première mission, et il n'est pas foutu d'aller... il n'a pas les couilles d'écrire ses propres histoires, il fait du retcon de chez des histoires des autres, donc c'est celle de Frank Miller sur Year One. Donc voilà, c'est comme ça que ça c'est venu progressivement, c'est les vous souvenez-vous qui font bien marcher, mais... Moi, c'est quand même mon JT qui me rapporte des vues comme ça. Mais après, moi, ça me rapporte rien parce que c'est pas monétisé, faut le dire Oui, quand même. c'est un choix de pas monétiser. Quand tu vois le travail que c'est, vous le savez, vous aussi, vous en faites des vidéos. Entre guillemets, aller tapiner pour Dior, pour Nike, pour je ne sais pas quelle bande-annonce des studios Warner, des studios ci, des studios là, pour qu'ils te refilent 1 centime, 3 centimes, 10 centimes la vue. Je dis pas que, l'argent, il est assez dur à obtenir. Je dis pas que voilà, j'ai eu la chance de pas en avoir besoin à ce point. Et non, je fais pas ça ni pour le service presse, ni pour l'argent. Et ça m'arrive de faire de la pub quand je fais mon docu-commis sur les mecs de Nous sommes des héros, les forgerons qui fabriquent des bagues, les aubaniers. C'est une forme de pub, si tu veux. Ils m'ont pas payé, ils m'ont offert la bague du reportage. Mais voilà, là, je choisis de faire de la pub pour ça. Alors que Nike, j'ai pas envie que Nike vienne faire de la pub. Je veux dire, il y a aucun intérêt, quoi. Et t'as jamais pensé à essayer de vivre de tes productions vidéo, de trouver un moyen de faire un Tipeee, faire un truc autre Non, chose, parce que je trouve ça un peu... Enfin, je trouve ça un petit peu injuste alors pour le coup, c'est ce que vous faites, mais moi, j'ai jamais blâmé ceux qui le faisaient parce que tout le monde le fait. Mais moi, je vais pas aller essayer de créer un besoin et puis de dire si vous voulez que ça continue. Enfin, il y a des mecs qui disent si vous voulez la prochaine vidéo, 50 000 pouces bleus. Ouais, mais je veux dire, alors sinon je vais prendre tes parents en otage, je vais dire si tu veux les revoir, va cliquer 3 fois sur ma vidéo. Enfin, c'est assez compliqué comme situation, tu vois ce que je veux dire? Donc je suis un petit peu fou furieux là-dessus. Je me dis bon, je propose un contenu, j'ai rien demandé à personne, j'ai pas répondu à une quelconque demande puisque voilà, j'en ai peut-être créé une parce que maintenant il y a des gens qui kiffent regarder le JT toutes les semaines. Après, de là à dire, maintenant pour continuer, vous savez, il va falloir peut-être un petit peu me donner des sous parce que le mardi soir je dors peu, ci et là. Et non, j'ai choisi, personne m'a demandé, donc les gens, au bout d'un moment, il n'y a pas de. Voilà. Donc c'est mon point de vue. Après, voilà.
Et sur la continuité, voilà. En projection sur le commis, tu comptes faire quoi? Continuer toujours le JT? Oui, et j'ai plusieurs formats. J'ai un nouveau format que j'aime beaucoup, qui vient un petit peu contrecarrer les reviews. Parce que je vois que les reviews, enfin, je veux dire, il sort une BD, on la voit partout, et on la voit donc partout dans les rayons et partout sur Internet. Et donc, moi, j'ai un petit format là qui va pas tarder à sortir. Ça devait sortir au début à la rentrée, mais c'est pas sorti. Donc, un nouveau format qui serait de la review, mais un petit peu chelou, vous verrez. Et oui, non, j'ai plein d'idées. Moi, j'aime bien mes docu-comis. Donc, il y en a un qui est en train d'être fait là, justement, avec mon pote Bruno Bessadi, qui travaille pour Glénat en ce moment, qui a une nouvelle BD à sortir chez Glénat, et on fait un documentaire sur la page 42. Donc, c'est voilà. Et non, après, voilà, moi, j'ai plein d'idées. Donc, si je lance un truc demain que je te l'ai pas dit, c'est juste que j'y avais pas pensé aujourd'hui. Ok. On va donc passer à la suite. Merci. Et donc tout de suite, nous allons écouter l'archiviste. Il sort donc des fins fonds. Ça sent la naphtaline, les gars. Ça, c'est de l'intro. Hein. Donc Sympa, bienvenue les gars. Jérôme. Entièrement brut à la bouche. C'est ça, merci. Voilà. Alors tu vas encore nous sortir des vieilles BD historiques pourries. C'est ça, c'est l'idée, c'est le concept. Donc sur cette fois-ci... Ah tiens, putain, la poussière de merde. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps de me secouer avant d'entrer. Sachant qu'il était allé au chiottes juste avant. C'est ça. Bah attends, je pouvais pas finir n'importe où. Alors, donc cette fois-ci, je voulais vous parler des adaptations de romans en bande dessinée. Alors, vous avez constaté, ça a échappé à personne, que ça a tendance à se multiplier. Bon, on va pas tourner autour du pot, c'est essentiellement pour des questions économiques. Hein, quelle surprise! Ah bon? C'est pas que les scénaristes ont plus d'idées? C'est ça, Non. voilà, c'est ça. Donc l'intérêt principal pour un éditeur, c'est qu'on n'adapte pas n'importe quel roman, on adapte un roman qui s'est vendu à 100 000 exemplaires, et en l'adaptant en BD, on se dit qu'on en vendra peut-être pas 100 000, mais qu'on en vendra peut-être bien 20 ou 30 000. Ouais, même si tu fais 10%, c'est bien, quoi. C'est ça. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée, et puis donc le risque financier finalement est assez modeste. En même temps, on a du mal aujourd'hui à trouver des auteurs qui font de la série. Donc l'adaptation d'un roman en BD, ça permet de faire du one shot, et donc du one shot, c'est toujours bien aussi. Parce que maintenant c'est la mode et qu'on évite de faire une série en 10 tomes, ce qui, à mon sens, est dommage. On n'a pas le temps d'approfondir les personnages. Bon, alors... Oui, mais si c'est une adaptation, justement, tout le monde connaît déjà les personnages, donc finalement, c'est pas grave si tu t'approfondis pas. Certes, mais après, adapter Guerre et Paix en un tome, c'est quand même compliqué. Ça c'est tendu, ça je suis d'accord. C'est ça. Voilà, Ils n'ont pas fait un manga. Bah, ça fait un gros tome. Ça fait un très gros tome. très gros tome. Quand Peter Jackson adapte le Hobbit en 3 films, Oui, tu vois. il pourrait, bon. Ah, c'est le problème inverse. C'est ça, c'est la réciproque. C'est ça. Mais Orgueil et Préjugés chez les zombies, par contre, ça c'était vachement bien. Ouais. Pardon. T'as senti le blanc? Ouais, mais il y a que moi qui ça a plu, je crois. Ouais, ça sans doute. Donc au départ... Merci Jérôme, merci. Je t'en prie. Au départ, alors pour aller vite, de la BD jeunesse en veux-tu, en voilà. En particulier, donc on va quand même citer quelques auteurs, quelques éditeurs. Donc on parlait des copains tout à l'heure, notre ami Domas, qui est sur Marseille, qui est quand même directeur de collection chez Bambou, d'une collection qui s'appelle Ma Première BD, et qui est beaucoup des adaptations de contes traditionnels en bande Bruno qui dessinée. a travaillé là-dessus d'ailleurs. Oui, il a fait absolument. Boucle d'or. Boucle d'or. et 3 ours. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce Pour qu'il les ours. Non, pour les ours, parce qu'il est zoophile non seulement, et puis parce que surtout il avait aucune BD à donner aux enfants de sa famille et de son entourage. Et C'est des cadeaux de Noël gratuits, quoi. Non, même pas, mais ça le faisait chier que tout le monde lui dise tu fais de la BD, tonton Bruno. Oui, mais tu liras pas Badass de suite, quoi. Et donc, Boucle d'or. Voilà. Je dévoile la vie intime de Bruno. Et la couverture, c'est un clin d'œil aux Simpsons, d'ailleurs. Ah oui? Ah ouais, si tu regardes les personnages, c'est les Simpsons. Ah ouais? Tous. Ah, je l'ai pas en tête, d'accord. faut que Je regarderai, je t'en ça me plaît ça.
Voilà, bon, il y en a plein. Moi, j'aime beaucoup Mathilde Domecq, qui est aussi de la région, mais qui s'est un petit peu exilée en ce moment, mais qui a fait Hansel et Gretel. Enfin voilà, il y en a pas mal. Les Fables de La Fontaine, bien entendu, adaptation aussi pour les enfants. Ça, c'est classique. Après, alors, ça date pas d'aujourd'hui, puisque au début des années 90, on a quand même eu l'adaptation de Bilbo en bande dessinée. Très belle adaptation d'ailleurs. Alors, belle adaptation. Maintenant, la couleur fait un peu saigner les yeux, mais c'est de l'époque. Voilà. Et ceci dit, pour... C'était qui les auteurs déjà Parce que j'avais bien aimé. Là, il faudrait relire la première page. David Wenzel. Voilà. Voilà. Donc, comme quoi, ça date pas d'hier. C'était finalement pas mal du tout. Alors, maintenant... Comment faire une bonne adaptation BD quand on est un auteur ? Moi, je vous conseille déjà de prendre un roman qui est bien. De base. Et oui, mais c'est pas toujours le cas. C'est malheureusement pas toujours le cas. C'est pas parce que ça se vend bien que c'est bien. Exactement. Alors, tu parles des fameux romans d'été, là, machin, toujours du même auteur qui vient à New York, là ? C'est ça. Alors, je vous donne l'exemple d'un roman qui est assez moyen, même s'il s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires, qui s'appelle L'extraordinaire voyage du fakir, qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Et ben, même si c'est Zidrou qui l'adapte, et pourtant Dieu sait que j'aime Zidrou, Oui, pareil. et ben le résultat est quand même très moyen. Voilà. Ça c'est fait, c'est dit, c'est balancé. Il avait une base moyenne, il a fait du moyen. Exactement. Donc on va dire que c'est pas complètement de sa faute, mais enfin, il pouvait faire autre chose. Il aurait peut-être pu faire mieux, mais il s'est dit je veux rester fidèle à l'œuvre originale. Alors en fait, aussi. non, mais on peut détailler un tout petit peu pourquoi c'est pas terrible, simplement parce que c'est pas que c'est pourquoi c'est moyen, simplement parce que le roman est une succession de scénettes. Et ça s'enchaîne moyennement et c'est un petit peu artificiel tout ça. Et dans la BD, c'est exactement ça. C'est une succession de scénettes qui sont censées constituer une histoire et c'est en fait très artificiel. Voilà. Mais par contre, quand on prend un extraordinaire roman, eh ben, ça peut donner des très bonnes choses, surtout quand on est un auteur de talent. Par exemple, le rapport de Brodeck. Donc, le rapport de Brodeck, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une histoire lourde, plombante. L'histoire donc se passe à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est imaginaire, mais quelqu'un qui revient des camps de concentration. Et il y a une atmosphère qui est extrêmement lourde. Et là-dessus, il faut quand même reconnaître que Larsenet, il a bien rendu cette atmosphère-là. Il faut pas lire ça un soir où on est un peu déprimé, parce qu'on finit par se jeter par le balcon. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous l'avez lu ? Non. C'est vachement Pourtant, bien. j'adore l'Arsenal. Mais je pense qu'il va rester là ce Je suis soir. un peu passé à côté. Mais... C'est vachement bien. Bon, Larsenet, il a un petit peu des petits soucis personnels aussi. C'est un petit dépressif chronique. Et ça a sans doute aidé Si nous écoute, bisous. C'est ça. Pose cette corde. Enlève tes lacets. Pose ce rasoir. Et ça l'a sans doute aidé à écrire ce roman. Alors, ceci dit, cette BD, pardon. Ceci dit, on parlait tout à l'heure du comics et du format, de l'objet. Là, on a aussi un très bel objet. C'est pas négligeable. Et je reconnais que moi, je suis assez sensible à ça. Mais c'est sans doute mon côté archiviste. Ouais. Voilà. Toi, t'aimes le papier qui pue. C'est exactement ça. Surtout, il y a merde, comment on appelle Jaquette. Là, il y a la jaquette pour éloigner les mythes. Et ça, c'est important. Pour les archivistes, c'est très, important. très important. Alors maintenant, est-ce qu'on peut faire de la merde avec un bon roman ? Oui. Ça s'appelle Au revoir là-haut, par exemple, T'es dans l'actualité, là. qui pourtant a été... Alors, l'actualité cinématographique. Oui, je sais, c'est ce que je dis. Pourtant, c'est quand même Pierre Lemaitre qui adapte son propre roman en bande dessinée. Eh ben, c'est nul. Mais Voilà. comme quoi, c'est parce qu'on est un bon romancier qu'on est un bon auteur de BD. C'est exactement ça. Sûr et certain. De toute façon, il n'y a pas d'automatisme, nulle part. C'est exactement Chacun ça. son métier. Ceci dit, entre parenthèses, le film, lui, a l'air très bien. Oui, C'est fait par. Dupontel. Ouais, je veux dire. Ouais, c'est Dupontel, oui. Le C'est film. Dumnel. Voilà, chacun son métier. Lui, il fait des bons films. Voilà. Et bah, à ce moment-là, disons à Lemaitre qu'il aurait fallu qu'il laisse son roman à un vrai auteur de BD, alors. Peut-être que ça l'a fait kiffer aussi. Enfin, je connais pas du tout. Moi, je t'avoue Non, que là, c'est pas mon monde, mais peut-être que ça l'a fait kiffer. Enfin, j'imagine que si j'étais auteur, j'aurais peut-être du mal à. Voilà. Parfois, t'as du mal à lâcher, À lâcher le bébé. le bébé, quoi. ouais. Voilà. Alors, il est clair que le Au revoir là-haut, c'est un pavé. Là, on se retrouve quand même face à une BD Oh, qui bah, est Oui, qui il est doit y avoir assez 200 pages, importante là. quand même. Hein. 168 pages. 168 pages. Franco-belge, c'est.
Mais voilà, pour du franco-belge, c'est quand même important. Mais de toute façon, la BD est l'art de l'ellipse. Donc, et là, malheureusement, les ellipses sont mal faites. Elles passent sous silence des passages qui sont absolument essentiels dans le livre. La BD et l'art de l'ellipse, vous avez 4 heures. Et par contre, après, vous avez des romans qui s'adaptent particulièrement bien. Alors ça va en faire rire plus d'un. Qui s'adaptent particulièrement bien à l'adaptation. Et ouais. Alors Grand Angle a voulu sortir l'intégrale, enfin est en train de sortir l'intégrale de Marcel Pagnol en bande dessinée. C'est bon, ça y est ? Moi, c'était Monsieur Bruguier. Non, Madame Barrial. La gloire de mon père, en 6e. Oh, là. Monsieur Bruguier. En 6e aussi, je sais. Ouais. Et c'est réussi. Honnêtement, c'est vraiment réussi. Alors pourquoi c'est réussi ? Entre autres, sans doute grâce aux auteurs, mais aussi grâce à Pagnol lui-même, qui a une écriture qui est extrêmement cinématographique. Or, l'adaptation du cinéma en bande dessinée, c'est top. Ça marche relativement Pagnol bien. avait adapté ses romans au cinéma. Et il les avait adaptés, Lui-même. exactement. Donc, Et le Marcel Pagnol Universe. Voilà. Marvel, c'était ça là-bas, c'était Marple. Marcel Pagnol. Marcel Comics Prisons. Donc, La gloire de mon père, ça marche très très bien. Merlus, qui est un roman tout à fait méconnu, un conte de Noël tout à fait méconnu, ça marche très très bien. Le château de ma mère, ça marche très bien. Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est une belle collection. Bon, la qualité est pas toujours au même niveau, mais c'est normal dans le cadre d'une collection. Je trouve que ça s'adapte remarquablement bien. Et ils sont associés avec différents dessinateurs pour pouvoir avoir un rythme de parution qui est conséquent. À souligner quand même un challenge de la part de Grand Angle qu'ils ont décidé de publier l'intégralité de la production de Pagnol et pas que les plus grands titres, donc y compris des trucs complètement méconnus. D'accord, ça j'avais pas, parce que j'ai un peu suivi. J'avoue, je me suis pas du tout intéressé, parce que moi quand j'ai vu Gloire de mon père, etc., alors qu'on reçoit les SP de chez Grand Angle, j'ai fait... Ouais, On recevait bof. du coup, on recevait. Voilà, non mais il y a d'autres trucs. On vous aime, on vous Il y a aime. d'autres trucs dont on dit du bien. Alors après, il me reste encore 3-4, mais 12. L'adaptation des nouvelles aussi, ça marche très bien. Alors La ça, BD, c'est un format court. Chabouté, déjà, c'est un très très grand auteur. on en dira du bien dans un des prochains One Day Club. Non, on en parlera, ça ne veut pas dire qu'on va en dire du bien, Pierrick. Ah, moi je vais en dire du bien. Bah, tu peux Qui en dire que adapte du bien Jack aussi. London, qui est un très grand auteur, et ça donne Construire un feu. Alors pour une fois, Chabouté en couleur, mais c'est pas désagréable du tout. Et on En apprend. couleur, restons modestes quand même, c'est pas non plus les gardiens de la galaxie quoi. C'est ça, c'est ça. Et on apprend magnifiquement que lorsque vous crachez par terre et que votre crachat gèle avant de toucher le sol, c'est qu'il fait en dessous de moins 40 degrés. On espère pour vous que vous avez signé une magnifique convention obsèque. Il faut au moins ça. Lorsqu'on est un très très grand auteur aussi, on a le droit de faire de magnifiques adaptations. Et une des plus belles que j'ai lues récemment, c'est une adaptation de Luz de l'œuvre d'Albert Cohen, Ô vous frères humains. Alors là, ça touche limite au grand art. Parce que Luz ne reprend pas le texte original, mais fait une BD pratiquement muette et qui reste complètement dans l'œuvre d'Albert Cohen. Donc, en fait, Albert Cohen raconte la première confrontation qu'il a eue avec l'antisémitisme en 1910. Il est gamin, il se balade dans la rue et face à un camelot à qui il veut acheter un bouquet de fleurs pour sa mère, le camelot lui renvoie que c'est qu'un saliopin et qu'il va pas lui vendre ça à lui. Et ce pauvre gamin s'en prend plein la gueule et Albert Cohen va raconter ça beaucoup plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale, après la Shoah, etc. Luz, évidemment, le survivant de Charlie, qui avait déjà sorti un très très bel album juste après le massacre de Charlie Hebdo, adapte magnifiquement bien cet album. J'espère que je vous ai donné envie de le lire parce que vraiment c'est magnifique. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas du tout le texte, ça pose pas de souci par rapport à la compréhension Alors, initiale du roman? Est-ce qu'il faut pas avoir lu le roman avant? Alors, pas du tout, parce qu'en fait, ça c'est une très belle question que tu poses. Putain, tu poses une belle question. Je fais pas que des vannes pourries non plus quoi. Alors, parce qu'en fait, la vraie question qu'on se pose quand on lit une adaptation, c'est finalement, est-ce qu'il faut avoir lu le texte avant, ou alors, est-ce que l'adaptation est faite pour avoir envie de lire le roman? Ben en fait, pour moi, ni l'un ni l'autre.
Voilà, c'est deux choses séparées. Donc, en général, j'ai rarement lu les romans avant, parce que, comme beaucoup autour de cette table, on est plutôt des romans de bande dessinée des lecteurs de bande dessinée que de romans. Parce que la journée n'a que 24 heures aussi. C'est Ouais, ça, c'est ça. c'est ça. Puis il y en a qu'il faut qu'ils fassent du montage et tout. Enfin, c'est compliqué. Et en fait, finalement, tout le roman de Cohen est basé sur cette petite phrase en fait que lui dit le camelot. Et du coup, il va y avoir tout un développement autour de cette petite phrase. Et il y a simplement les 5 dernières pages qui sont en fait la reprise de 5 pages intégrales du roman. Lorsqu'on est un grand artiste, on a le droit aussi de faire de la belle bande dessinée. Et Cromwell, le dernier des Mohicans, c'est une vraie claque graphique. C'est une tuerie absolue. Alors, Cromwell a fait de la peinture. Hein, Alors que c'est un auteur qu'on attend. Alors que c'est un auteur qu'on attend après Avenida Bomba sur de la BD un peu plus trash punk. C'est là-dessus qu'on l'attendait. Hein. Alors, ça a quelques années quand même, hein, maintenant, Ouais. l'adaptation du Dernier des Mohicans par Cromwell. Mais il faut le voir, au niveau graphique, c'est une tuerie absolue. Chaque case est assez grande, hein, chaque case fait à peu près 30 par 30. Donc, elle est réduite après au niveau de l'impression. Mais du coup, ça lui permet d'avoir... Chaque case est une peinture en soi. Plus près du micro, s'il te plaît. Pardon. Voilà. Et pour parler de 2 dernières actualités, parce que c'est bien de parler de l'actualité aussi, Oui, quand on peut. quand on peut. Alors beaucoup plus classique, beaucoup plus traditionnel, on va dire, y compris dans le dessin et dans le sujet. Le Premier Homme, qui est le dernier roman d'Albert Camus. Alors là, on est plus sur une question d'amour d'un auteur de BD pour un auteur de roman. Jacques Ferrandez, qui est né en Algérie, a toujours voué une admiration sans borne pour Albert Camus, et on peut le comprendre, d'autant plus qu'il a un lien personnel, puisqu'en fait sa famille habitait dans la même rue que la famille d'Albert Camus. Leurs parents se connaissaient. Lui, il l'a jamais connu, puisqu'il est mort... Albert Camus est mort quelques années après la naissance de Ferrandez, donc il l'a jamais connu. Mais il a obtenu les droits par la fille d'Albert Camus d'adapter ses romans en bande dessinée. C'est très classique, mais là pour le coup, moi qui ne lirais pas du Camus, ça peut être une entrée en matière dans une littérature qui est quand même assez complexe. Un coup de cœur, pour finir quand même, il faut finir sur un coup de cœur. En attendant Bojangle, alors sous ce nom tout à fait étonnant, en fait c'est un disque, En attendant Bojangle. C'est l'adaptation du roman d'Olivier Bourdeau qui est sorti l'année dernière par Ingrid Chabert et Carole Morel. Bon, quand même, c'est des auteurs qui sont connus. Enfin, depuis peu, mais oui, connus. Voilà, c'est ça. Deux filles en plus, c'est bien aussi dans le monde de la BD qu'il y ait des auteurs filles qui émergent et qui prennent de la place dans cet univers-là. Les autrices, même. J'aime bien dire autrice. Ah, moi, j'aime pas. Ok, d'accord. Non, c'est pas- voilà. Il est plus grand que toi, Jérôme. C'est ça. Et quand j'ai vu le regard qui tue, je me suis retourné. Et je peux me cacher derrière le micro. Et C'est bien, tu parleras mieux dedans. et en l'autre. Ça, c'est pas mal le plus méchant. Et c'est un roman lumineux. C'est un roman sur la folie, sur l'admiration d'un enfant pour sa mère qui est folle. Et ce petit enfant a une admiration sans borne pour sa mère. Et c'est absolument lumineux. Et le dessin est magnifique et retranscrit tout à fait l'atmosphère. Donc vous avez bien perçu quand c'est réussi, quand l'adaptation en BD retranscrit l'atmosphère du roman. Tu crois qu'il y a une règle pour faire une bonne adaptation ou c'est des fois ça marche, des fois ça marche pas? Alors, faut éviter le travail sur commande, déjà, je pense, parce que l'auteur va faire ça, il va pas. Par exemple, la collection Ex Libris, qui était lancée par Morvan, où il y a des choses pas mal. Hein, Il y a des bonnes adaptations, il y a des il y bonnes en a qui sont adaptations, un il y a peu des moins trucs un bonnes. peu moins bien, mais c'est que de la commande là pour le coup. Ben, c'est ça. Alors c'est que de la commande, mais certains auteurs disaient quand même qu'ils étaient fans de l'œuvre au départ. Oui, ils avaient choisi l'œuvre. On avait parlé avec Voilà. Marion Mousse de Frankenstein. il me semble. Voilà, parce qu'il y en a qui ont pu choisir de qui Ouais. ils voulaient parler. Marion Mousse, quand il parlait justement de Frankenstein, il s'est régalé, quoi, parce qu'il avait vraiment un bouquin qui a marqué sa vie et qui du coup il a pu vraiment mettre tout ce qu'il voulait dedans, quoi. Et après bon, Quand on te laisse le choix de l'album, Voilà. quand tu es dans une collection, qu'on te laisse le choix du roman à illustrer, ça pose pas de problème. J'étais surpris, t'as pas parlé des romanciers
auteur de BD. Et je vais en parler moi, qui me marque bien, parce que les BD que j'ai pas lu ses romans, mais les BD que j'ai lus, adaptés de ses propres romans, sont réussis. C'est Jean Telet. Et Jean Telet, parce que son Charlie 9, il était bon, son Magasin des Suicides, c'était bon. Il a fait de bonnes BD quand même. Alors, il a fait de bonnes BD. Il faut pas oublier qu'il a commencé par Le Montespan, qui, à mon avis, reste encore un de ses meilleurs. Il faut le lire, même s'il est passé un petit peu à l'as, mais en même temps, il n'était pas très connu dans le milieu de la BD. Jean Telet. Donc, Jean Telet, c'est un historien. Parce qu'il a commencé en tant que... avant de faire des romans, il a fait de la BD. Hein. Oui, voilà. Ça date. Hein. Oui, ça date. Ça. Non, mais ça date. C'est quelqu'un... Quand il est revenu à la BD pour adapter ses romans, c'est vrai que je pense que pour lui c'était naturel, parce que c'était de là qu'il venait, entre guillemets. Mais ouais, mais sauf que quand il est revenu, si tu veux, moi qui connaissais son nom en tant qu'historien, d'un coup je me suis dit, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Et c'est après, c'est toi qui me dis, mais en fait, il a déjà fait de la BD avant, quoi. Et, là, Et alors, son gros avantage, c'est qu'il sait vulgariser. Il sait vraiment se mettre à la portée de son lecteur, et c'est pas du tout une notion péjorative. La vulgarisation, c'est pas un gros mot. Pour moi, c'est un auteur de romans de BD historique qui est pas chiant. C'est ça. Et c'est pas courant. Disons que des instituts te diraient que c'est vraiment super pédagogique. Moi, je vois comme tu fais Charlie 9, je me suis... Non, Tizak, tu n'as pas le droit de parler. T'allais dire un truc méchant, je l'ai senti venir. Pas du tout. Si, je l'ai vu dans tes yeux. Non. J'ai vu le mal. Donc, du coup, dans Charlie 9, je trouve que voilà, il a été... Tu vois le mal partout. Ouais, mais surtout quand je te regarde. Dans Charlie 9, vraiment, il a fait un truc qui était génial, quoi. Tu découvres toute sa vie, mais un truc... Bon, après, c'est vrai que le personnage aussi s'y prête avec le côté vraiment barré qu'il a, mais... ouais. Mais c'est juste qu'à la base, Jean Telet, c'est pas un personnage qui est chiant. C'est quelqu'un, quand tu l'entends parler, c'est déjà quelqu'un qui sait raconter les histoires comme ça. C'est un conteur, voilà. Tu l'as autour de la table, il va te raconter un événement historique, un personnage, etc. C'est déjà quelqu'un qui n'est pas chiant à la base. C'est pas qu'un historien, c'est aussi un conteur. Qu'il soit en mode roman, qu'il soit en mode BD, c'est un conteur. Voilà. Il sait te faire passer le message. Fais attention, parce que là, tu pourrais avoir des historiens qui te cracheraient dessus. Tu vois, parce que là, qui disent aussi que Franck Ferrand n'est pas un historien, mais il te raconte super bien les histoires. Mais je trouve que Franck Ferrand, dans ce qu'il fait au cœur de l'histoire, par exemple, sur France Inter, je crois, c'est génial, quoi. Tu vis le truc, c'est passionnant. Après, il y a des gens qui ont assez de talent pour avoir droit à plusieurs casquettes réussies. C'est vrai. Alors, je crois qu'au cœur de l'histoire, c'est sur Europe. Europe 1 J'avais plus la... Bon, mon cher Comi, et en comics, les Américains, ils le font aussi, les adaptations. Mais ils sont pas d'histoire. Hein. C'est faux. Jack London, c'est qui? Ouais. Tiens. Non, les Américains le font, et dans les années... il a été prouvé que l'association texte-image était l'une des plus puissantes qui existait en termes de narration. C'est Nick Souzanis qui a fait toute une thèse. Il a fait sa thèse tout en comics, enfin en bande dessinée, en art séquentiel, art graphique séquentiel. Et donc les mecs l'ont bien compris. Les premiers à l'avoir compris, c'est les cathos, le nombre de bibles que tient en BD. Donc on pourrait parler d'adaptation d'un texte en BD. La Bible a longtemps été adaptée. La Bible existe en manga. Oui. C'est et vrai. puis par Crumb aussi. Non, il a fait que la Genèse. Il a fait que la Genèse. Il a fait qu'une partie. Il faut bien commencer quelque part. C'est ça. Bonjour, je m'appelle Jésus. Devais te niquer ta mère. Mais te niquer ta mère. Rends-moi mon bol de riz ou te le multiplie dans ta gueule. Dans la Genèse, Merde, on a dérapé. Non. Dans la Genèse, c'est vraiment le tombeau de riz où je t'éclate la tête. C'est pas je t'en multiplier. C'est après que tu multiplies. Parce que là, c'est œil pour œil, dent pour dent dans la Genèse. Après, c'est je t'en C'est approche. qui sème le vent, récolte la tempête dans la Genèse plus. Pardon, Non, là, après, je digresse. Donc du coup voilà, ils l'ont très vite compris, et comme il fallait produire des choses, ils adaptaient je crois que ça s'appelait Illustrated Classics, je crois, et ils adaptaient tous les grands romans du London, du ci, du là. Mais est-ce qu'on pourrait pas se dire que les comics, même de super-héros, sont d'une certaine manière l'adaptation de grands romans, parce que le Hulk, c'est du Jekyll and Hyde. Il y a plein d'hommes. Enfin, dans ce cas-là, tu vas jusqu'au pulp. C'était pas du grand roman pour le coup, mais The Shadow, Doc Savage, qui était à la base du roman de gare, mais qui ont été les inspirations d'un Superman ou d'un Batman, quoi. C'est ça. Donc c'est pour ça, c'est tellement. Mais bon, je sais que maintenant ça se fait encore, et on pourrait parler. Tu en parlais tout à l'heure de Neil Gaiman avec American Gods, qui est en train d'être fait chez Dark Horse. J'ai pas encore lu. Il y a plein de trucs, hein. Ils ont même continué Twilight en comics, hein.
Une suite Je sais- Ah alors non, là, tu pour le coup, continues, il en si, fait. si déjà je n'ai pas lu American Ghost, t'imagines bien que Twilight. Oui, mais. Ah, pardon. Ouais, moi, je les ai vus, ça va. Ouais. Non, mais moi aussi j'ai vu les 2 premiers, je crois. Mais bon, voilà, après, je veux dire. Moi, je me suis arrêté quand il a cassé le lit parce que j'ai trouvé que là, c'était too much. Ah bah, après, je crois que je l'ai pas vu, celle-ci. Bon, ben. Si on parlait un peu à Cédric maintenant, parce que depuis qu'il est là, C'est vrai que peut-être faut en profiter quand même de Cédric Parker parce que on a là. Calas. Hein Calas. Ah, pardon. Parker, c'est sur Facebook, connard. Merci. Commis, arrête. Ok, donc Bonjour. Cédric Calas, bonjour. Un petit peu intimidé, je parle très rarement en radio. Enfin, c'est un podcast, enfin, je sais pas trop, je m'y connais pas trop, mais je suis un petit peu intimidé, je suis très content d'être avec vous. L'ambiance Bah, est très sympathique. voilà, c'est un petit peu comme de la radio, tu parles dans un micro et puis les gens t'entendront un jour. Enchanté. Ne cherche pas les caméras, hein, t'es pas sur YouTube. Attends, je connais pas YouTube, ça c'est le commis. Enculé, tu as pas compris le principe de la schizophrénie? Putain. Donc, Cédric, alors, quelle est ton actualité en fait Ah, moi j'en ai pas. Pas du tout. Mais c'est super Ok. dur, putain, Voilà, exercice. c'est ouverture, c'est ouverture. On peut expliquer quand même aux gens. Donc, du coup, vous avez choisi d'inviter le commis et d'inviter donc l'espèce d'enveloppe corporelle. Enfin, je sais même pas comment le dire. Vous êtes des grands malades. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Donc, moi, en fait, ouais, dans la vraie vie, tu veux savoir ce que je fais dans la vraie vie, c'est ça? Ouais. Peut-être. Peut-être que c'est ça que vous voulez savoir. Voilà. IRL. En IRL, voilà. Bon, moi, dans la vraie vie, je m'appelle Cédric. Bonjour, Cédric. Bonjour. Bonjour Cédric. J'ai un master d'anglais et j'ai enchaîné plusieurs petits tafs à la con, qui payait bien. J'ai travaillé à Haribo, à manipuler des tonnes de bonbons par nuit. J'ai fait du darty, j'ai fait plein de trucs. J'ai été référenceur web pendant 1 an et demi. Et puis bon, j'étais pas si bon que ça, donc on a décidé de mettre fin au contrat d'un commun accord avec mon boss qui était désespéré. Et je peux le comprendre. Et là, après quelques mois de chômage, maintenant, j'ai justement, là où le commis et Cédric se sont un petit peu rencontrés, c'est que grâce à la chaîne et grâce au patron de la librairie chez qui je travaille pour les éditions Snorgle Comics. Je m'occupe de leur communication, aussi bien internet que des relations presse, et je m'occupe aussi de tout ce qui est décision éditoriale. Voilà. Et en parallèle, j'ai monté, alors ça c'est peut-être pas la voie commune pour faire ça, mais j'ai monté une micro-entreprise pour pouvoir traduire des comics, toujours pareil pour Snorgle Comics et puis pour d'autres prestataires qui le voudraient. Pas que des comics d'ailleurs, je peux traduire pas mal de choses. Tant que c'est en Donc, anglais. Tant que c'est en anglais. Tant que c'est en anglais, oui, parce qu'en japonais j'aurais un peu plus de mal, mais oui, donc de anglais, français, anglais. Donc voilà, mon actualité c'est ça en fait en ce moment, et c'est pour ça qu'en ce moment je kiffe plutôt bien ma vie. Je travaille pour une boîte d'édition de comics qui, à son catalogue, on a réussi à avoir du Warren Ellis, du Garth Ennis. Warren Ellis et Garth Ennis que je vais traduire en plus, donc non seulement je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a un petit P de diarrhée là qui est parti, donc je me chie littéralement dessus. J'ai l'espèce de l'importance de la tâche. Moi j'ai toujours admiré les traducteurs de comics parce que en fait la traduction c'est très ingrat, c'est-à-dire que le bon traducteur c'est le ninja, vous le voyez pas, il est là mais il est pas là, vous le voyez pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes sorti de l'œuvre et que vous vous dites ah merde mais là il y a un problème, et que vous dites putain c'est peut-être le traducteur, ben déjà il y a un souci. Donc voilà, en ce moment j'ai peur de ça. J'ai peur de ce genre de truc. Moi je suis fan des mecs comme Nikolaevich, comme Jérémy Manès, qui sont quand même des tueurs, et quand c'est eux qui font la VF, je suis prêt à prendre de la VF pour voir un petit peu quel a été leur taf d'adaptation. Il y a celui, je me rappelle jamais de son nom, mais celui qui a traduit I Hate Fairyland très récemment là, chez Image. Je me rappelle pas, je voulais même l'interviewer lui parce que je trouvais qu'il avait fait un putain de taf. Et donc voilà, donc pour le coup c'est très excitant d'être à mon tour, quoi. C'était premier boulot de traduction Officiel, oui, en rémunéré, voilà. Après, comme je t'ai dit, c'est pas vraiment je le fais par passion, mais je crois que c'est pas très bien vu de la part d'un traducteur. Je crois que dans le métier, c'est pas très bien vu de passer par la micro-entreprise, parce que comme j'ai dit, normalement il faut être inscrit et passer par les AGSA. Là, c'était impossible avec l'éditeur qui veut pas. Et donc voilà, c'est assez compliqué. J'espère que je vais pas me faire haïr de toute la profession, mais je vous avoue que je suis tellement excité à l'idée de travailler là-dedans et de traduire les comics que... Ok, et tu vas Warren Ellis, Garth Ennis. Alors Garth Ennis, il faut avoir un bon vocabulaire bien fleuri pour le traduire, je pense. Non seulement bien fleuri, et puis là pour le coup c'est du James Bond, hein, donc c'est Garth Ennis qui revisite le mythe de James Bond gros que tard,
dont tous les bâtards, hein, littéralement, vont se retourner contre lui. Et je peux vous assurer que l'armée de bâtards ferait pas lire Daesh. Parce que eux, pour le coup, ils sont bien réels et ils sont bien organisés. Et il n'y a pas de souci. Donc c'est assez compliqué pour James Bond. Donc oui, il va falloir, ça va être un gros taf celui-là. Ouais, Donc ça, c'est Jimmy Bastards. Jimmy's Bastards et Warren Ellis, c'est du Shipwreck qui est très 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 bon. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas lu du Warren Ellis à ce niveau-là. Et je fais aussi Black Eyed Kids, la série d'horreur de Joe Pruitt et de Simon Kudransky. Donc, voilà, plusieurs registres. Qui avait bossé sur Spawn, je crois. Oui, sur Spawn, qui avait fait des petits encarts sur Batman dans Detective Comics, je crois. Et qui a fait aussi, je sais qu'il a fait un troisième truc, mais je ne me rappelle jamais. Et là, tout à l'heure, tu nous parlais donc de Snorgle Édition. C'est une boîte. Enfin, le Snorgle, c'est une boutique marseillaise qui s'est lancée dans l'édition. L'antre du Snorgle, c'est une boutique, donc une librairie manga, comics, BD franco-belge et goodies depuis 20 ans. Le boss, donc Eric Joly, faisait du travail d'édition, mais c'était des petits tirages, des tout petits tirages, des tirages donc soit des tirages de tête, du luxe, soit des carnets d'auteurs, des carnets d'esquisses, des carnets graphiques. Et là, en fait, il fait majoritairement ça parce qu'au bout d'un moment, la librairie, ça le lasse un petit peu. Et puis lui, ce qu'il voulait, c'était produire des choses. Donc, ces tirages de tête, mais c'était assez petit pour être avec la librairie directement. Et puis là, il a lancé Snorgle Comics avec des grandes ambitions et l'ambition de pouvoir en vivre. Donc de tirer à des gros tirages. Enfin, en ce moment, voilà, moi j'ai été embauché qu'en septembre. Moi je suis à mi-temps en septembre pour 6 mois. Donc voilà, mais c'est un gros pari qu'il fait puisque on peut remercier Urban Comics pour ça. En fait, quand Urban Comics est arrivé dans le game, pour être sûr de sécuriser des droits sur certains titres, ils ont non seulement racheté, comme tu dis, mais ils ont surtout joué en mode Casino Royale. Ils ont allongé le double de ce que tous les autres demandaient pour être sûr de tout avoir. Et depuis aux États-Unis, on est vu comme les Français, on est vu comme des mecs qui palpent et qui sont capables d'envoyer. Parce que pour le coup, Urban, je suis quasi sûr qu'ils publient certaines licences à perte, très concrètement. Alors après, ils ont racheté Saga, donc ils n'ont plus aucun problème. Urban, ils ont un très bon catalogue. Donc, mais il y a certaines licences, vous ne me ferez pas croire que ça se vend que c'est rentable. Tout ce qui est un petit peu historique, tout ce qui est un peu... C'est ça. Alors là, bon, après, voilà, moi, c'est tout ce que je leur souhaite, parce que pour le coup, le fait qu'Urban soit arrivé, Panini s'est amélioré, ils se sont un petit peu fait la guerre. Il y avait quand même beaucoup de boulot, donc après, il a fallu que Bliss arrive, que d'autres arrivent, que, je veux dire, ce que fait Ankama sur ses éditions, le travail d'édition d'Ankama est superbe. Le travail d'édition de Glénat aussi, hein, en termes de contenu éditorial, c'est cool. Par contre, ce qui est assez rigolo, c'est que chez Ankama, ils vendent pas ça comme si c'était du comics, ils vendent ça comme si c'était de la BD. Alors, chez Ankama, ça dépend de qui tu parles, enfin, ça dépend de tu parles pour quels ouvrages, quel type d'œuvre, Shangri-La et tout ça. Non, mais non, leur BD américaine, ils les vendent, c'est comme n'importe quelle BD de leur collection, souvent ça sort ça dépend. 619, etc. Ouais, voilà, mais quand il y a 619, il y a quand même, quand ils sortent Tangirl, on sent le comics, même quand ils sortent, moi, un de mes derniers vrais coups de cœur, c'est Rockabilly Zombie Apocalypse. Quand ils sortent ça, je veux dire, c'est classé comics, c'est Shangri-La et tout ça qui est classé du côté BD. Oui. Donc bon, mais voilà, les mecs font du très bon travail. Chez Snorgle, puisque j'y étais pas encore à cette époque-là, mais je sais que Eric et Alex apportent un soin terrible à l'édition qui t'a à faire des trucs que le public ne sait pas forcément, mais il y a quand même un pelliculage anti-rayures et anti-UV sur les bouquins, quoi. C'est-à-dire ça, c'est un truc ils grattent sur leur marge pour pouvoir pelliculer, ce que ne faisait pas Urban, ce que ne faisait pas Panini. Et du coup, ça oblige pour le coup, là, c'est les vertus de la concurrence, si je puis dire, ça oblige un petit peu les autres à se remettre en question. Et voilà, ils se disent, merde, on doit faire du bon boulot. Et là, il y a encore un nouvel éditeur qui arrive, qui s'appelle High Comics, qui est dérivé de Bragelonne, et donc de Milady. Donc c'est très bien, il y a une pluralité d'acteurs, mais en même temps, ça serait mauvais de croire qu'il n'y a que Deadpool et Superman, quoi, et quelques indés de chez Urban. Non, il y a plein de trucs à sortir, et je suis content, moi, de voir que les comics, que le rayon de comics, voilà, il va encore manquer de place. Donc je suis très content. Et justement, comment est-ce que ça peut marcher là? J'ai l'impression qu'on a une saturation du marché. US, déjà qu'il y a une saturation du marché BD de façon générale, mais là en termes de comics on commence à avoir un nombre de trucs qui sortent c'est ouf. Parce que en dehors, je parlais du Urban, en dehors des nouveautés chez Urban, ils te sortent aussi des vieux trucs qui remettent au goût du jour, où ils t'expliquent le contexte, etc. Ce qui fait qu'ils ont une
manne en termes de production qui est énorme. Comment est-ce qu'on peut trouver sa place au milieu de tout ça, quoi? Après, eux, c'est quand même des maisons qui ont les reins très solides. Ils sont tous reliés à des gros groupes, donc ils ont les reins solides. Et puis, j'aime aussi croire qu'ils font ça pour satisfaire quand même des lecteurs qui ont envie de lire leurs archives de la Suicide Squad, de leur Justice League International. Tu vois, donc bon... Après, c'est une question de trouver son public. Le gros problème, c'est pour les indés, arriver à s'imposer dans ce petit marché-là. Quand en plus, quand tu fais des demandes pour les droits et tout ça, tu es vu comme ils t'accueillent au calibre, quoi, avec le second amendement, quoi. C'est compliqué. En même temps, du coup, qu'il y ait autant de production, je pense que le commis des comics, lui, il est au top, quoi. Il est au taquet, parce qu'il a plein de choses, plein de sujets, quoi. Il est très très content, le commis. Alors le commis, il parle pas de toute cette vie là que je fais, parce que non seulement j'ai signé que pour 6 mois et puis que j'ai pas envie que le commis devienne la vitrine du Snorgleux, ça c'était très clair et net dès le Oui, dès alors le je vais début. faire une question un peu à la Tizank. Est-ce que tu n'as pas peur de devenir le Thomas Rivière de Snorgle Comics Ouais, non, Alors là, c'est du private, hein, les gens qui connaissent. Alors je remets dans le contexte, Thomas Rivière a été éditeur chez pas mal d'éditeurs BD derrière, sur du comics, et il s'est fait connaître grâce... C'est lui qui a fondé Glénat Comics, Voilà. Thomas Rivière, Voilà. il a fondé Il Glénat. il se fait connaître grâce à une chaîne YouTube Comics Place, je crois, où il parlait beaucoup de reviews, et on se rendait compte que quand même, il parlait beaucoup de trucs qui allaient sortir chez sa boîte d'édition derrière. C'est le problème. C'était- Après voilà, moi c'est vrai que j'aurais pu faire ça. En plus, je suis responsable des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en fait, et j'ai tellement, ce qui me fait halluciner, c'est que j'ai réussi à réunir une communauté. J'aime pas trop ce mot parce qu'on dirait que je suis un gourou, mais je veux dire autour du commis. C'est la barbe. Ouais, c'est peut-être ça, voilà, à la Manson, mais j'ai des gens très bienveillants, j'ai des gens qui, je suis sûr, comprendraient si jamais je leur disais putain, ça me filerait un coup de main pour mon taf si vous alliez liker telle ou telle page, mais le jour où je fais ça, je me tire 2 balles dans le pied parce que ce serait complètement ridicule. Je veux dire, le commis, il est libre totalement. Après, il y a ce que je fais moi, Cédric, pour bouffer. Et si en plus je peux bouffer avec le sourire, c'est encore pire, encore mieux, quoi. Et là, pour le coup, c'est ce qui se passe en ce moment. Moi, je suis content d'aller au travail et pour le coup, je regrette de n'avoir à faire que 25 heures par semaine. Mais bon, comme je l'ai dit, voilà, c'est quand même une petite Putain, boîte il a trouvé le d'édition. secret déjà pour en avoir 25, lui. Non, mais le message est passé à son boss. Il est prêt à faire 48 heures par semaine. C'est sûr. Pour le plaisir. C'est ça. Non, mais voilà, donc c'est très. Moi, je trouve ça très plaisant, mais non, je ne deviendrai pas le Thomas Rivière, non seulement parce que je fais pas de review et que l'émission qui va arriver, tu verras que c'est pas vraiment de la review. Et en plus, c'est vrai que depuis que j'y travaille, j'en parle encore moins que quand je n'y travaillais pas. Quand j'y travaillais pas, ça me faisait plaisir de parler des potes, et maintenant que j'y travaille, j'ai l'impression que je peux plus trop, je peux plus trop dire grand chose, donc c'est rigolo, mais en même temps, très sincèrement, Snorgle n'a pas besoin du commis, quoi. Je veux dire, ça peut être bien, mais les titres marchent plutôt pas mal dans un paysage où c'est dur de s'imposer, et ils ont une très bonne presse, donc sincèrement, je veux dire, il serait vraiment en galère s'ils faisaient appel au commis. Ce serait vraiment en galère. Toi, tu lis en VO les comics beaucoup. Ça dépend lesquels, mais majoritairement oui, je préfère. Et puis après j'aime bien aussi quand c'est adapté. T'as un pouvoir de conseil avec ton patron sur Oui. des licences qu'il pourrait choper. Oui. Oui. Il y en a certaines qu'il a chopé parce que tu lui as dit ça, prends-le, c'est trop bien. On est en train de... Oui, peut-être un petit peu. Enfin oui et non, parce que je veux dire, il m'a pas attendu pour prendre du Garcenis, quoi. Oui, non, mais personne attend. Je t'imagine bien que voilà, c'est. Mais bon, celle-là, je la kiffais bien. Et là, on est sur des, pour parler sur d'autres licences. Et oui, là pour le coup, il sollicite, alors notamment mon conseil et celui d'Alexandre Sauzet, qui est directeur de collection aussi. En fait, ce qui est rigolo, c'est que dans les petites boîtes, on va désacraliser tout ça. En fait, là, moi, si on devait me donner un titre sur un CV, je marquerais chargé de collection, responsable des relations presse et chargé de communication sur Snorgle Comics. Alors qu'en fait, le vrai titre, c'est Larbin Polyvalent, qui va même jusqu'à aider. Enfin, je suis très content de le faire. Entre midi et 2, quand le collègue doit aller manger dans la boutique, je vais encaisser à la boutique et tout. Donc voilà, c'est petites boîtes d'édition, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas... Donc si je veux me la péter, je vous dis ce que je vous dis en premier, mais en fait voilà, le vrai terme c'est ça. Mais en tout cas oui, un Larbin qui a en tout cas un petit pouvoir entre guillemets d'édition, et croyez-moi que si jamais ça marche, si jamais on arrive à bien vendre Animosity et American Monster et les titres qui vont sortir, là on a annoncé 3 titres, enfin 4 avec Shipwreck que je vous demande absolument de ne pas oublier. Donc il y a Garcenis avec Jimmy's Bastard, il y a Insect
qui est très intéressant aussi. Il y a Black Eyed Kids, lequel je croyais moyen, et puis finalement en le traduisant, et puis je me suis fait prendre dans l'histoire. C'est de l'horreur, on verra, mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux que ce que je croyais au début. Si ça marche, croyez-moi que ce pouvoir, je compte bien en abuser et en réabuser, parce qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises. Même aux États-Unis, dans quelques mois, on va apprendre l'existence d'un nouvel éditeur. Enfin, ça va être plein de trucs, plein de bons trucs. Voilà. Waouh. Voilà. Je crois qu'il était quand même motivé, quoi. Il aime parler de ce qu'il fait, il le vit, quoi. Ah non, mais c'est vrai. Non, mais c'est très cool, quoi. Franchement, c'est super. Je crois qu'on va s'arrêter là. Peut-être qu'on a un hors-sujet là. Ah oui, on le fait. Non, mais je pense que l'archiviste a mis le niveau tellement haut que franchement. Vas-y, mets-moi ça sur le dos, t'as raison, vas-y. Je pense que le Tisac, on peut pas en parler, quoi. De toute façon, on n'a plus le temps, c'est l'heure. Ah, c'est ça. Je suis désolé. On en a 25 heures d'émission et là, le commis, il a explosé son quota de la semaine. Pardon, Cédric. Les deux. Allez. Mais donc, allez, vas-y, envoie le jingle quand même. Voilà donc le premier HS. Ça y est, on y est, donc on est complètement en sujet, puisque ce soir nous allons parler de l'intérêt. Donc juste pour te couper une première fois. Ouais, parce que vu ce que je t'ai coupé tout à l'heure, chérie, t'as le droit à 24 000 jokers ce soir. Donc du coup, t'as gagné, quoi, c'est ça? J'ai gagné quoi? C'est-à-dire en fait qu'on faisait l'émission parce que tu voulais écrire, finalement donc tu n'écrivais pas dedans. Après, tu voulais faire des trucs sur la BD et comme tu ne voulais toujours pas le faire, tu ne faisais rien. Ouais. Donc tu as donné le courrier des lecteurs. Là, le courrier des lecteurs t'a dit je veux pas le faire parce qu'il n'y a pas de lecteur. Ouais. Et donc finalement, t'as donné le HS et tu m'as vendu un truc sur un roman. Ouais, ça sera là pour la prochaine. Et finalement, tu me fais un truc sur non, mais après, le vous cinéma. faire un truc sur un film après, et puis au final, rien à voir. Finalement, il fait la technique. Au final, rien à voir. Mais c'est le principe en fait. Il faut rebondir. Non, mais il faut rebondir. C'est la contradiction. Faut pas rester figé. Non, mais vas-y, je te coupe plus. À chaque place page, on va placer comme ça une rubrique. En gros, à chaque place page, Monsieur Tisac va nous parler de n'importe quoi. C'est ça, c'est le principe du hors-sujet, c'est de parler de tout à fait n'importe quoi par rapport au sujet de l'émission. Vas-y, écoute-toi plaisir. Allez, on t'écoute. De l'intérêt de la 3D dans nos chers et tendres films. Alors, il y a quelques jours, j'ai eu l'agréable surprise de gagner une place de ciné après avoir participé à un tirage au sort sur Facebook. Je remercie donc le French Geek Movement. Ouais, merci. Merci. Bravo, t'as gagné quelque chose quand même. Et là, horreur. Angoisse. Non, ce n'était pas parce qu'il s'agissait d'une place pour aller voir une rétrospective sur l'œuvre de Jean-Claude Van Damme, ou un ticket pour Le monde secret des emojis. Alors d'ailleurs, justement, pour Jean-Claude Van Damme, il y a une super série sur Amazon. Ouais. Jean-Claude Van Johnson. Ouais. Et c'est J'ai de vu la ça, bombe. il faut que je prenne un petit moment pour le regarder. C'est de la bombe. Honnêtement, ça vous réconcilie avec Jean-Claude Van Damme. Ça pourrait être le sujet d'un prochain hors-sujet. Ouais, C'est le très hors-sujet fondard. du hors-sujet. C'est le hors-sujet du hors-sujet. Mais ça pourra faire un sujet pour un prochain hors-sujet. Non, je t'assure, je vous raconte le pitch après, hors émission, mais c'est vraiment top. On y revient. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, continue. Je continue donc. Bref, donc j'ose espérer que même dans un état de fatigue extrême ou d'alcoolémie détrempée, je n'aurais quand même pas participé à ce genre de tirage au sort. Non, il s'agissait bien d'une place en avant-première pour le dernier Thor, Ragnarok. Alors oui, j'entends déjà ricaner certains esprits chagrins, étant donné l'état lamentable des deux premiers opus. Mais bon. J'ai bien aimé le deuxième, moi. Tu dois être le seul en France. Non, ils sont deux. Ah. Lui et son ego. Ah oui. Voilà. Ça prend beaucoup de place. Mais bon, bref, on dit Marvel, grand spectacle, grand écran, tout ça gratuit. Bref, je ne boude pas mon plaisir et j'y vais. Gratuit, hein. Surtout gratuit, tu me connais toi. Bref, alors pourquoi ce sentiment d'inquiétude, voire d'effroi? Certes, la séance est en VO sous-titrée, mais bon, c'est quand même pas une conférence sur l'opposition entre Platon et Socrate, donc mon anglais à peu près correct devrait suffire. Hein. Non, ma peur se nourrit d'autres caractéristiques de cette séance qui se présente tel un cadeau empoisonné. La 3D. Alors me direz-vous, mais de quoi se plaint cet énergumène? On lui offre une place, en plus c'est en 3D, c'est trop bien la 3D, en plus c'est plus cher et lui on lui offre. Non mais franchement il est gonflé. Et là vous n'auriez quand même pas tout à fait tort. Céline Dion, rappelle-toi. C'est vrai, j'oublie Céline. D'où mon questionnement du jour. Car malgré mon propre avis sur la question, j'essaie parfois de me remettre en question. Ou à défaut de me poser des questions. Ou à défaut de vous poser des questions. Et aujourd'hui, ce sera donc quel est l'intérêt de la 3D dans nos films. Et tout ça pour ça, en fait. Tout ça pour ça. D'accord. Bon, Non, mais j'aime bien replacer les choses dans leur Il contexte. fait des belles J'ai intros. l'impression que la réponse va être plus courte que la question. Ah, mais Ça, toujours. j'ai mis en place. C'est le principe. C'est ça.
Aucun. Tu Bon, fais- voilà, tu merci fais du Isaac. teaser. Merci Tu fais Isaac, du c'est teasing. très bien. Bref, quel suprême avantage nous vous incite à payer plus cher vos séances ou ensuite chez vous votre magnifique téléviseur Samsung, LG, LED, machin, Sony bidule pour bénéficier de cet effet stéréoscopique mirobolant. Qu'est-ce Il est qui plus sur les télés, justifie Sur les de télés, ils ont arrêté. s'infliger le port de lunettes à l'esthétique et au confort plus que douteux? Eh bien, pour essayer de trouver quelques éléments de réponse, faisons un bref retour en arrière aux origines de la 3D. Alors, les plus anciens d'entre vous se rappelleront sans doute des glyphes. Non. Avant, il y avait en fait la naissance du monde, les deux dieux. Merci Mathieu. Et donc, ces fameuses lunettes bicolores. D'un côté, une espèce de bleu vert cyan, de l'autre, l'œil rouge. Hein, souvenez-vous sur. Mais oui, exactement, en carton, exactement, qu'on pouvait donc retrouver dans certains magazines pour enfants, dont Picsou Magazine. Il faut savoir qu'en réalité, cette technologie de mise en relief des images, l'anaglyphe, date du milieu du 19e. Voilà, on en a un bel exemple ici. Attention, ne pas regarder une éclipse solaire avec. Ça ne permettra pas de la voir en 3D. C'est ça. Cette technique, donc à la qualité discutable, tout comme les supports utilisés à l'époque, la rendent rapidement ringarde et obsolète. Dans les années 80-90, c'est le grand retour de la 3D, dans une version cette fois un petit peu plus qualitative, notamment grâce à l'IMAX, grâce à des lieux de projection comme le Futuroscope ou autres, qui utilisent maintenant la technologie de projection alternée ou la technologie de projection polarisée, voire parfois un mix des deux. Bref, et c'est donc cette dernière dont s'est servi James Cameron quelques années plus tard pour Avatar. Monsieur Mathieu, on sait que toi, ça t'a beaucoup plu. Il n'y a pas qu'à Mathieu, hein. Ça a plu à plein de personnes, bien sûr. On a été quelques millions en France. quand même. Quelques millions, dans le monde même. Et déjà pour en information, cette technologie est donc un brevet qui a été déposé quand même en 1893. C'est pas d'hier. C'est cela même. Donc, Et s'il veut que ça, James Cameron James Cameron, ah ouais, t'as vu, à force de gagner de la thune, l'air de rien, il peut se faire de la super chirurgie tu esthétique. regardes Terminator, tu vois que les spéciaux ils datent. Hein. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire quand même que toutes ces magnifiques technologies qu'on essaye de vous vendre comme étant novatrices et très au goût du jour remontent quand même à il y a longtemps, presque avant Jésus-Christ. De fait, comme à chaque nouvelle découverte, même si pour le coup celle-ci n'est pas vraiment une découverte de toute première fraîcheur, ça ouvre de nouveaux champs d'investigation. Les différentes techniques de mise en 3D n'échappent pas à la règle. Alors tout d'abord, la transposition en 3D de films initialement conçus en 2D afin de leur donner une nouvelle jeunesse. Alors certains parleront de nouvel angle de vue, d'autres simplement de réchauffer mis au goût du jour afin de gagner encore un petit peu plus de pognon, n'est-ce pas Souvent c'est de la merde. Hein. On ne peut pas dire ça comme ça. Bref, chacun son avis, n'est-ce pas Pierrick? Mais Titanic était bien fait, paraît-il, en 3D. Tu le vois mieux couler? C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Ils ont toujours pas vu l'iceberg en tout cas en 3D. Ils avaient les mauvaises lunettes. Mais bon, voilà, la technologie le permet, d'autant plus que le surpoids d'équipement sur le coût supplémentaire d'équipement pour les salles de ciné, vu qu'on est tout en numérique, est maintenant dérisoire comparativement à ce qui était nécessaire avec les bonnes vieilles péloches, où généralement il fallait soit 2 caméras de projection, soit une caméra objectif double, etc. Bref, c'était un petit peu plus compliqué. Et là, mon ordinateur me casse les noix. Merci. Donc pour parce les que fans. tu lis. Bien Pardon. sûr, mais tu voulais que j'écris. Hein. Donc, les fans de la 7ème compagnie au clair de lune, ne désespérez pas, une version 3D est toujours possible. Et la lune en 3D. est sortie. La lune en 3D, c'est magnifique. Bref. Ensuite, au-delà de cette prouesse technique, la 3D est une donnée qui peut aussi faire partie intégrante de l'écriture du scénario, de la même façon que l'utilisation de la couleur, des technologies de spatialisation du son, de modélisation animée, l'utilisation de drones pour filmer certaines scènes. Bref, c'est un nouvel outil dans l'arsenal technique qui peut directement nourrir l'écriture et l'inventivité de certains scénaristes, plus orientés grand spectacle quand même, carré essai, mais bon. Bon, après, 3D ou pas 3D, quand il y a un scénariste de merde, tu feras juste de la merde en 3D. Hein. On va pas se leurrer non plus. Alors demain, quoi demain? Eh bien, le principal frein reste quand même la nécessité de porter ces putains de lunettes de merde. D'accord? L'inconfort pour certains, la gêne pour ceux qui ont déjà des lunettes de vue, la non-préconisation de l'utilisation chez certains enfants, les problèmes de positionnement face à l'écran, que ce soit dans les salles obscures ou même sur le canapé à la maison, maintenant qu'on a grand canapé Ça, Ikea. les problèmes de position dans les salles obscures, on n'a jamais assez parlé. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais dans les salles obscures Il va Jérôme? pas dans les mêmes cinémas. Il va pas dans les mêmes Tu cinémas. vas pas voir les mêmes films que moi, toi, non? C'est ça. C'est en VO sous-titré aussi? Il est côté Courlioto, lui, dans le cinéma. Non, celui qui est en bas des marges de Saint-Charles. L'étoile. Ouais, il est bien celui-là. Hein. L'étoile, ouais. Ouais. Puis il est propre. Il est propre. Ouais. Voilà, maintenant on a un peu réveillé les auditeurs, tu peux reprendre.
Merci les gars, je savais que vous étiez là. Bref, tout ça sont de vrais obstacles réels. Donc bref, la recherche audiovisuelle va donc devoir se bouger un petit peu le cul pour sortir des technologies qui existent. Et oui, les brevets ont déjà été déposés. Pour fonctionner sans lunettes, ça coûte un petit peu plus cher. Et oui, ça coûte juste un petit peu plus cher, beaucoup plus cher, et il faut réinvestir dans du matériel. Donc en fait, tant que les gens continueront à acheter les tickets plus chers au cinéma pour utiliser des lunettes de merde posées sur leur nez de merde, on va pas trop se bouger le cul pour changer les technologies, n'est-ce pas ? Oui, est-ce qu'il faudrait changer les salles ou c'est juste la technique du Alors, film il faut changer la projection sur les écrans et les écrans. Ouais, donc ça impliquerait les cinémas de se bouger le cul. Et... Ça impliquerait des coûts conséquents. Puis vu déjà le prix d'une place, j'imagine pas. Et le film en hologramme, ça arrive quand ? Alors là, on a demandé à Obi-Wan Kenobi. Ils notre attendent seul une espoir. réponse d'R2D2, mais qui était en veille. Alors ça va arriver. Aussi. Alors ça, les gars, si vous voulez des investissements, c'est pas ce qui va manquer. Maintenant, faut mettre les ronds. Encore une fois, tant que tout le monde paiera 2 € de plus pour son petit ticket avec des lunettes 3D. Déjà, quand on peut avoir un film en IMAX dans le coin. Pourquoi attends, tu es en train de dire que c'est parce que les gens n'allaient plus au cinéma quoi. Ouais. Tu es en train de dire que c'est parce que les gens n'allaient plus au cinéma qu'ils ont inventé la 3D. L'idée, c'est pas qu'ils ont inventé la 3D, c'est que c'est une valeur ajoutée pour aller au cinéma. Parce qu'à la maison, tu commences à avoir des grands écrans, le home cinéma, etc. Donc, on te met en place une espèce de valeur ajoutée dans les salles. On fait des grands complexes, des grandes salles avec tout un tas d'animations de machin, les complexes qui se montent autour de Paris ou autres. On essaie de trouver une valeur ajoutée pour que tu oses payer une fortune, l'air de rien, quand tu vas en famille au cinéma. Avant, c'était le son, maintenant c'est la 3D, ok. Oui, c'est peut-être aussi James Sauf que Cameron. le cinéma, enfin les cinémas en général, ont pas de problème de fréquentation. Hein. Elle est en hausse depuis plus de 20 ans. Hein. Ouais. Mais encore. Et à chaque fois, une tu dépenses de plus en plus. C'est comme Exactement. votre podcast. En hausse depuis 20 ans. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas censé rigoler quand je dis ça, les gars. Ouais. Et donc, c'est là que Jérôme, tu es censé intervenir. Je te tends ta perche. Tu me tends quoi ? Alors, attention, je vais réveiller Jérôme qu'on avait perdu. Jérôme, je vais te dire CGR. Oui, non, d'accord. Alors, oui, tu parlais de l'IMAX. Alors le plus proche, c'est à Montpellier pour nous. Non, tout à fait, mais Ou Toulon. Toulon, je crois. Toulon, il y en a pas, non. Lyon. On m'a dit Toulon. Ah, peut-être qu'il y en a. Alors J'ai voulu attention. voir les Inhumains en IMAX, c'était Toulon, je crois bien. Après, Ah, ben, peut-être peut-être qu'il y en a un qui a ouvert. à Les Toulon, Inhumains. je sais pas quoi. Mais qui veut le voir? C'est Pardon. pour ça que je suis pas allé jusqu'à Toulon. J'attendrai. bon, ceci dit, un peu plus proche que chez nous, ils font des tests sur la 4D, donc le siège qui vibre avec de l'odorama et voilà. Mais après, Et là, on est- on en revient au cinéma en bas des marches de Ah Saint-Charles. non, non, comment ça s'appelle le Gadget. drama si on n'est pas sur le truc plus gadget que ça, tu vois quoi. Moi, franchement, j'ai hâte de pouvoir voir Seven on Diorama. Suite à un incident technique, notre podcast a été interrompu. Nous reprenons donc maintenant avec le bruit et l'odeur. Certains cinémas proposent de l'odorama, mais honnêtement, c'est du gadget. On en est tous convaincus. Reprends maintenant. Ben voilà, c'est-à-dire que est-ce que le gadget déjà c'est pas la 3D Les inconvénients pour moi me semblent quand même légion pour un gain. Alors là, je parle pas de pognon, là pour le coup, un gain visuel, un gain en termes d'effets, un gain scénaristique, un gain pour le spectateur. À mon sens, trop faible, voire inutile. Je ressens plus le besoin de me sentir immergé dans l'image, par sa taille, par le son, que par un effet 3D. Là, j'engage mon goût personnel, pour le coup. Certes, ça peut être utile de temps en temps dans le film, mais me sentir obligé de réduire les angles de vue, de devoir porter des lunettes... En plus, peut-être que moi, je suis pas porteur de lunettes au quotidien pour ma vue, donc peut-être que je suis pas habitué à avoir des lunettes, même bon, on est dans le sud, lui dire les lunettes de soleil, c'est du 1er janvier au 31 décembre, d'accord, donc les lunettes, j'en mets, mais certes, c'est pas des lunettes de vue. Donc peut-être que avoir les angles de vue réduits, être contraint par un cadre, entre guillemets, au quotidien, je n'y suis pas habitué. En tout cas, moi, quand je vais au cinéma, ça me fait chier de devoir subir ça. Pour moi, le cinéma, il doit être immersif, et pour moi, la 3D n'apporte pas ce sentiment d'immersion. Alors, Sauf pendant la pub Haribo. ah, Voilà, eh ben, Ça, c'est pas faux. j'y viens après. Pardon. J'y viens après, mais tu m'introduis la chose. Volontiers. On peut revenir au podcast? Alors, donc, du coup, je disais, en discussion off, tu m'avais demandé quels étaient les films qui m'avaient marqué justement en 3D. Je t'avais dit Avatar. Toy Story. Et en fait, j'en ai oublié un que j'étais allé voir du coup à Disney en IMAX 3D. Ah, IMAX. IMAX 3D. Et c'était le Star Trek, de Star Trek 2, le nouveau, après celui de DJ Abrams. Et en IMAX 3D, C'était le deux. là, j'avoue que j'en avais pris plein les miens. c'est Mais quoi, c'était de l'IMAX. Ben, c'est-à-dire que IMAX, c'est tiens, un quoi IMAX, c'est une taille d'écran et une qualité de définition. C'est-à-dire que d'image. grosso modo, la salle est à peu près très, très pentue.
et en fait, t'as un écran qui est immense. t'englobe. sur toi, Qui Tu vois, t'englobe vraiment presque tout ton champ de vision. Quoi. Tu viens sur la notion d'immersion dont je te parlais tout à l'heure. Et là, du coup, la 3D, je dis là, oui, l'Enterprise en 3D, c'était gigantesque. Quoi. En plus, Mais c'est du un coup, film de c'est- space opéra. On est clairement dans un registre de film qui s'y prête aussi. Mais tu vois, j'avais presque oublié celui-là, et c'est vrai quand même que ça m'avait quand même bien marqué. Mais ça a été une réussite pour moi, pour ces deux films. Après, j'en ai vu d'autres en 3D, et j'ai trouvé aucune. J'ai vu Saut 3D. Hobbit, le Hobbit en 3D, c'était pourri. Bah ouais. Le Hobbit en 3D, je l'ai vu, ça rapporte rien du tout. Bon, le Hobbit lui-même, peut-être certains diront que ça n'apporte rien du tout, mais ça c'est un autre débat. Si. Ceci est un 3 heures. 3 heures, ça apporte. x3. 3x3. Hein. Mais d'ailleurs, autour de la table, en fait, qui apprécie la 3D? Vraiment, de se dire, tiens, je vais aller voir ce film-là en 3D parce que. Vraiment pour du grand spectacle. Après, Valérian, paraît-il, a été filmé spécialement pour la 3D. Bon, voilà, le scénario est pourri, mais on s'en prend plein la gueule. Ben, encore une fois, qui est allé au cinéma en disant moi j'ai envie d'aller voir la séance en 3D. Ça m'est arrivé pour certains films qui n'étaient pas forcément bons, mais où je regrette pas. Genre par exemple Prometheus, qui est un film qui a été pensé pour la 3D. Tu regrettes le film mais pas la 3D? Oui, bah c'est un film qui a été pensé pour la 3D. C'est un film que Ridley Scott a accepté de faire à la base parce qu'on lui a donné l'occasion de faire joujou avec la 3D. Et la 3D dans Prometheus n'est pas qu'une 3D sensationnelle, c'est aussi une 3D d'ambiance, c'est une 3D d'intégration. En fait, les trucs, moi, je trouve qui marchent vachement bien en 3D, c'est les effets de particules. C'est les cendres qui s'envolent, la pluie, des choses qui vont vraiment jouer sur une ambiance et une immersion. Et c'est pas le. Si, c'est rigolo de temps en temps quand tu vas voir ce que je disais, saut 3D, que t'as des trucs qui se jettent sur toi dans ton œil pour aller te le crever. C'est rigolo parce que tu vas voir un film qui est dans cette ambiance-là. C'est du popcorn movie, ça marche très bien la 3D pour le popcorn movie. Ouais. Mais je vais pas aller voir saut 3D pour. Si, Mais ouais, est-ce peut-être. que c'est pas un peu un effet à 10 millions de dollars qui fait un peu cher quand même le film pour un saut? Ça leur coûte pas si cher que ça. Ça s'appelle une sodo. Voilà. On va te libérer bientôt, Cédric. J'avais pas pensé à ça, mais oui. Ouais. Non, mais Tu pourrais y penser dans une traduction. Non, mais oui, oui, ça fait. Surtout que ça. En fait, le problème avec les films 3D qui sont prévus pour la 3D, genre à la Sodo 3D, c'est que ça te pourrit le film en 2D en fait. Parce qu'après, tu vois tous les effets qui sont faits pour la 3D dans le film en 2D quand toi, tu n'as rien demandé. Et donc, je trouve ça un peu dommage. Ouais. Mais après, moi, à part Avatar, qui était quand même pas mal parce que ça jouait sur la profondeur et c'est la seule fois où je l'ai vu, et Toy Story que j'avais kiffé en 3D et la pub Haribo. Non, je vois pas de trucs que j'ai vu en 3D pour me dire waouh. Le chapeauté peut-être, je me rappelle plus. Mais en fait tous les dessins animés en gros et Avatar. Bah, tout ce qui est dessin animé, tout ce qui est stop motion, où c'est filmé vraiment pour. Tous ces trucs-là en général, ils marchent très très bien sur la 3D. Et Avatar 2, on a des nouvelles ou ils se sont perdus dans la galaxie? On cherche la 5e dimension. Alors, il tourne le 2, 3 et 4 en même temps. Je crois qu'il va sortir en même temps que Gun. C'est sur lequel il est depuis une vingtaine d'années. Ça nous aide. Voilà. C'était pas mort, je crois. Non, c'est pas mort, je crois que c'est Guillermo del Toro qui va se mettre dessus. Mais Avatar n'est pas mort du tout. Hein, parce que là, Non, il mais je te tourne- parlais de Gun, qui est un projet qui est avant Avatar. Oui, mais sauf qu'en fait, là, il te parlait d'Avatar. je Oui, veux dire, c'était- Grosso modo. Et Avatar, Non, t'en non, es non, où mec, ça s'appelle hors sujet, connard. Ah, Et Avatar, il en est où la Eh ben, recette tu des sais pommes quoi de terre à la crème fraîche, Voilà. t'as prévu Mais pour tu sais ce week-end ou pas que Cameron, maintenant, il porte des caleçons, en fait. Ah merde. Ah ouais, putain, mais c'est super intéressant. Trop comme bien. réponse. Merci, Pierrick. Bon, pour en terminer avec tout ce bordel, j'ai essayé d'essayer de lister, comme je disais tout à l'heure, pour moi, le jeu en vaut pas la chandelle. Donc, à mon sens, la 3D est souvent une utilisation gérée comme un argument marketing, une mode incontournable pour les blockbusters. Là, en l'occurrence, moi, je l'ai vécu avec Thor Ragnarok. Je n'aurais pas du tout choisi d'aller voir Thor Ragnarok en 3D. Et clairement, Voir dès Hulk la en scène... 3D. Non. Dès la... Ah, Hulk en 3D. quoi. Dès la scène d'intro, comme c'était une VOST, il y avait les sous-titres, il y avait le premier plan, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan. Pour moi, il y avait une espèce d'effet livre pop-up où on voyait des plans 2D successifs les uns derrière les autres et à aucun moment une profondeur réelle, juste un espèce d'effet de profondeur en empilant des feuilles de calque les unes derrière les autres, comme celle-là. C'est pas ce que j'attends pour avoir un effet 3D, quoi. Donc bref, on rajoute des scènes inutiles aussi pour pour montrer un exploit technique, etc. Beaucoup de films ne sont pas conçus à la base en 3D, donc ça fait des espèces d'effets factices, comme je disais, des espèces d'effets de couches, là, comme ça. Sur la durée d'un film, et là, la mode est quand même au film de plus en plus long,
l'air de rien, cette 3D, ça fatigue, quoi. Moi, le nombre de fois où pendant la séance, j'ai enlevé mes lunettes, je les ai posées sur la tronche et regardé le film, même si c'était une scène en 3D, et puis pouf, j'ai remis mes lunettes après, parce que ça me fatigue, alors qu'à la base, j'ai pas de problème de vue. Tu m'étonnes que tu n'aies pas kiffé, alors du coup. Ah, mais regarde. C'est tout flou, j'ai rien compris. J'ai même pas lire les sous-titres. J'ai rien compris. Non, j'ai l'habitude avec Canal+. J'avais pris une passoire. T'avais besoin de sous-titres pour Canal+. Ouais, bien sûr. Le A en anglais, c'est pas le même que le A en français. Donc là, encore une fois, l'intégration des sous-titres est très pénible, je trouve. Il y a un changement de point de vue permanent, en fait, entre l'image qui nous est proposée et le sous-titre. Donc, même si, il n'y avait pas beaucoup de dialogue, en l'occurrence, il faut dire ce qui est, hein, c'est quand même, voilà. Les quelques fois où on va se raccrocher au dialogue pour être sûr de ce qu'on a entendu ou ce qu'on n'a pas compris, il y a une mise au point chaque fois permanente à aller faire qui est un petit peu usante. Le problème, je pense, de la 3D au cinéma, c'est que les réalisateurs se retrouvent avec des problématiques qu'on n'a pas normalement au cinéma, qui sont des problématiques qu'on a en BD. C'est-à-dire de guider le cheminement de l'œil. Parce que le problème qu'il y a dans la 3D, c'est que c'est pas une vraie profondeur de champ. On t'impose la profondeur de champ. C'est-à-dire qu'on te dit, c'est ça sur lequel tu dois faire le focus, et pas autre chose. Et un bon film en 3D, ça va être un film où le réalisateur va savoir faire aller ton œil automatiquement vers les endroits où il va y avoir de l'intérêt à regarder la 3D, pour que sans que tu te poses la question, tu sois focus sur ce qu'il a prévu que tu regardes. À partir du moment où d'un coup tu as décidé de dire ah tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière le gars pour voir, et que tu te rends compte que c'est flou parce que c'est pas prévu pour que tu le vois en clair, paf, tu sors du film, c'est foiré, tu sors de ton immersion. Et je pense que pour le coup, tu vas vraiment avoir ce côté-là qui va rendre le montage plus complexe, qui va rendre les choses vraiment plus complexes, qu'il faut que le gars il sache vraiment diriger ton œil sur l'image pour que tu aies une fluidité, que tu te trouves pas d'un coup à regarder dans le flou. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail d'écriture, il y a un vrai travail scénaristique à aller faire et de mise en scène pour gérer cette 3D et que ce soit vraiment quelque chose qui soit intégré réellement et que ce soit pas un simple exploit technique comme ça à la con, quoi. Hop, voilà, sinon c'est pas rigolo. On pourra parler encore une fois du positionnement dans la salle, des lunettes à mettre sur la tronche dans le salon si tu es sur le côté gauche du canapé, tu vois pas bien, machin, etc. Le poids des lunettes, parce qu'en fonction des marques, c'est de l'actif ou du passif avec projection alternée, etc. Bref, et puis c'est un surcoût aussi à l'achat, même si, comme tu le disais, maintenant, ils commencent plus ou moins à supprimer le truc. Ah non, mais c'est sûr, il n'y a plus de télé 3D, je crois. Mais voilà, quoi. Je veux dire, ça marche pas. C'était en option. Voilà, quoi. C'est un truc qui sert à rien. Et puis, les productions en termes de Blu-ray et machin, c'est encore moins bon que quand on va au cinéma pour les voir. Donc, à un moment donné, ça commence un peu à faire chier, amateurs de porno en 3D, ils font comment alors ils vont voir la voisine. Après, elle est direct en 3D, t'as pas besoin de lunettes. Dans le pire des cas, tu sais quoi, tu prends ton appareil photo, tu prends ton télescope, tu prends une paire de jumelles. Ouais, quitte à avoir un truc sur le nez, autant voir de près, quoi. Ah, mais c'est pas légal, ça, par contre. Je sais pas, tu restes chez toi. Ça dépend des voisines que t'as. Hein. Moi, perso... Moi, j'ai des voisines, elles sont pas légales. Hein. Bon, bref. Alors, donc, du coup... On passe à la suite. Il faut pas oublier aussi que ces techniques-là, avec des lunettes, font une perte de luminosité. Et ça, clairement, moi, ça m'a dérangé. Et donc, une perte de colorimétrie aussi. Ça m'a dérangé pendant le Thor Ragnarok. Il y a une scène où ils sont sur la falaise avec Odin. Justement, là, c'était une scène qui était beaucoup plus cool. Dans les prairies en Norvège. On était sur des couleurs qui étaient déjà affadies, hors lunettes. Et quand on mettait les lunettes... alors là, pour le coup, on était limite en noir et blanc, quoi. Donc c'était Black and Chrome. C'était vraiment. Il y a encore un argument négatif pour ces conneries en 3D parce que là, en plus, la scène n'avait aucun intérêt en 3D. On va oublier la lourdeur, le prix, etc. Les pertes de vision latérales. Je crois que tu l'as dit 3 fois la lourdeur. Ouais, mais ça me saoule. Vous imaginez, il dit ça alors qu'il a eu la place gratos. Vous imaginez s'il avait payé la place. C'est bien pour ça que je trouve que je suis plutôt bien placé pour le dire. Bon. Au-delà de ça, il y a quand même des arguments positifs aussi. De temps en temps, sur certaines scènes, il y a quand même un effet waouh. Pour moi, c'est plus adapté au format court et notamment aux publicités. Donc, je te rejoins complètement sur la partie pub Haribo. Festival de pub Haribo en 3D. Voilà, alors maintenant, mis à part aller dans la nuit de la pub. Et là, on va avoir comme problème que, putain, toutes les pubs elles sont en 3D. Ça fait 6h30 que je regarde des trucs en 3D. J'en peux plus, je pleure. Donc voilà. Et quand c'est bien intégré, ça peut être vraiment beau. Et là, je te rejoins sur Avatar parce que même si je suis pas fan de la 3D, pour le coup, dans Avatar, ça marchait bien. Mais c'est beau Avatar, c'est pas l'image qui pêche. Non, on ne parle que du visuel. Merci Pierre. Faut quand tâcher les schtroumpfs. Bien, merci beaucoup Tizak. Je te remercie de ne pas m'avoir coupé plus que ça. Tu as quelques jokers pour la prochaine émission. C'est gentil. D'ailleurs, pour la prochaine, toi, tu vas avoir beaucoup de jokers, même des cartons rouges.
Voilà. Il a montré qu'il était meilleur que toi, il était Clément. Ouais. La bonté d'âme. Ouais, quand on voit comment a fini le pape Clément. Ok. Alors. C'était la touche histoire. Donc, la touche histoire. Merci à tous. Merci Cédric d'être venu. Si on veut un peu des nouvelles de toi, te suivre sur internet, il faut qu'on aille où? Au snorgle. Je sais plus de qui tu parles, mais je suis perdu. Bah, le comique. Je fais une rupture d'anévrisme, j'en peux plus. Sur internet, moi, c'est le comique des comics, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Avec 2 M comme un comique d'office, comme un comique de cuisine, mais version comics. Ils savent pas lire, ils savent pas écrire. Ah bah si, ils savent quand même. Voilà, donc voilà, avec plaisir. Moi, je mets un petit peu d'actu, des photos, et vous pouvez venir, on peut échanger, parce que c'est surtout pour ça qu'on crée des chaînes, pour échanger. Ensuite, merci. À quoi serviraient des chaînes si ça crée pas de lien? Il est déchaîné. Donc merci à tous. Tisac, merci à toi. Merci donc à l'archiviste, notre Jérôme, qui est encore arrivé. C'est la première émission. Je sais pas s'il va revenir. Je sais pas s'il va revenir, mais il était là. Voilà. Merci Pierre, merci à moi-même aussi de vous avoir supporté, ça c'est dur. Merci à toi. On se retrouvera donc normalement le mois prochain avec une émission sur la place de la femme dans la bande dessinée et la pop culture. La cuisine. Alors là, vous préférez avoir des commentaires, les gars. Parce que... On invite Amandine. C'est vrai? Ouais. Non, mais le problème, c'est que moi, excuse-moi, Vas-y. Une dernière petite digression, un petit hors-sujet. J'ai fait un podcast. Je vais parler d'un concurrent chez vous. C'est pas des concurrents, c'est que des partenaires. C'est Alex, qui donc est un collègue de travail, qui est directeur de collection au Snorgle aussi, qui fait un podcast qui s'appelle Dur de la Feuille. Et il m'a proposé de venir, et ça c'est un petit peu faux au dernier moment. Et j'ai fait un sujet qui s'appelait Balance ton spider cochon. Et donc c'est sur le harcèlement dans l'industrie du comics, pas dans les comics en eux-mêmes, mais dans l'industrie du comics, parce que c'est partout pareil si tu veux. Et j'ai des types qui sont venus, ah oui mais là tu parles d'un mec, mais enfin je vous raconte pas si vous écoutez, mais enfin dès qu'on parle de relations hommes-femmes, vous allez avoir des levées de boucliers, et des boucliers souvent avec des pénis en plus, donc c'est assez chelou. Donc bon courage, il me tarde de l'entendre. Ça va être sympa. Oh, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse un live. Faut rigoler un coup. Ah oui, comme ça tu pourras pas censurer ce que je vais dire. Putain. Ça par contre, ça va être très chaud. Ça va être très chaud. Pas une bonne idée. Faudrait que tu nous donnes une sorte de bouton. En fait, on coupe son micro, tu vois. Tac, tac. Je l'ai. Ah, et avec un collier, tu sais le collier des chiens là quand ils approchent des. C'est pas mal. Voilà. Enfin bon. Merci à tous. N'hésitez pas à nous laisser des messages que de toute façon nous lirons. Et on vous répond. Pas avec Tisac, mais avec Moi je Pied. réponds sur les messages. Nous on répond aux messages avec Pied. Et tiens, Nous les soutenir autres, sur Tipeee aussi. n'hésitez surtout pas à nous soutenir sur Tipeee. Là ce soir on était donc 5 autour de la table et en fait on commence à manquer de micro. Donc un petit geste les gars, aidez-nous. Ouais, ce serait cool. Voilà, parce qu'en fait notre réalisateur a des goûts de luxe et les micros coûtent vachement cher. T'as vu comme il est plaqué hors black? Plaqué hors black, et ça c'est top quand même. Ben voilà. Bon voilà. Merci à vous, ciao ciao et au mois prochain. Merci à tous. Ciao. Merci. Ciao, N'hésitez ciao. pas. Ciao. Bye bye.